Okay. Bonsoir à tous. Excusez-nous pour le retard. On s'était dit, comme d'habitude, en préparant cette réunion, on commence à 18h10 pile, parce qu'il y a un chrono qui tourne et effectivement, il y a certaines personnes qui doivent partir prendre des avions et on a envie aussi de passer ce temps de convivialité après avec vous et avec les différents intervenants. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus à cet événement autour de la blockchain. Alors, la blockchain, on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est un sujet d'importance. On parle aussi de crypto-monnaie, de crypto-actifs. Alors, j'ai un interlocuteur à côté de moi qui est un expert du domaine. C'est vrai que la France veut se positionner sur ces sujets-là comme étant un leader en installant un cadre juridique, législatif. Et justement, Pierre Persson, qui est député, va nous en parler tout à l'heure. Ce cadre est d'autant plus important dans le domaine de la santé, puisque là aussi, il y a beaucoup d'actualités. On a vu le plan récent sur la transformation numérique du système qui incluait pas mal de composantes autour de l'accélération du virage numérique et notamment la constitution des espaces de données de santé. Et on a vu ces derniers temps, et on voit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, des questions liées à ces données de santé. J'en prendrai deux exemples aujourd'hui. Cet été, GSK rachète un certain nombre de données de santé à 23andMe, une société qui fait du séquençage génétique, 300 millions de dollars pour 5 millions de données de patients, donc même anonymisées, même avec une forme d'autorisation, mais à quel moment et le patient a-t-il autorisé, dans quel cadre. Et puis aujourd'hui, la PHP qui annonce qu'elle veut avancer sur son programme de recherche patient digital dans sa cohorte, en ayant plus de 100 000 patients qui transmettraient des données vie réelle. On en parlera aussi tout à l'heure lors de notre table ronde. Donc on voit bien que la blockchain, qui est une technologie, doit et peut permettre de répondre à un certain nombre de ces enjeux-là, à la fois en termes de consentement pour le patient, à la fois en termes de partage de données pour le bien de tous. Et donc voilà. Pierre Persson, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes député de la 6e circonscription de Paris, donc un député de la République En Marche. Vous êtes très féru de ces sujets de blockchain et de crypto-monnaie. Vous avez été le rapporteur sur le sujet à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Et puis, vous avez participé activement à une loi qui a été votée en première lecture hier, donc la loi Pacte. J'oublie le programme du coup. Voilà, donc effectivement, on va vous laisser parler. On va ensuite parler avec Alexis Normand, qui dirige le consortium blockchain santé au sein d'Emblema. Et puis ensuite, on va avoir notre table ronde où j'aurai le plaisir de vous présenter nos différents intervenants avec Ivani Kaye, malheureusement, qui n'a pas pu venir ce soir. Donc Pierre Persson, je vais vous laisser la parole et nous parler un peu de cette loi Pacte. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation, parce que ça me permet de m'exprimer et d'expliquer aussi tout le rôle du pouvoir législatif sur le sujet. Je m'excuse tout d'abord pour les personnes qui m'ont déjà entendu sur le sujet, parce que je reconnais quelques têtes dans la salle et je vais essayer de ne pas être redondant. Mais mon rôle en tant que législateur, c'est bien entendu de travailler sur la loi, de la faire, de l'améliorer, mais c'est aussi de l'expliquer. Et donc c'est tout l'exercice que j'essaye de faire avec les acteurs, notamment les acteurs économiques, pour démontrer qu'en France, aujourd'hui la France en tout cas se saisit du sujet, que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se saisissent du sujet, parce qu'on souhaite être une terre d'attractivité, à la fois pour les cryptoactifs, mais pour la blockchain en général. Vous le savez tous, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que la blockchain va disrupter beaucoup de nos modèles économiques dans le futur, dans un futur même extrêmement proche, que à la fois la banque, l'assurance, mais le domaine de la santé vont être directement impactés par la blockchain. Et c'est parce que c'est un sujet majeur, un sujet d'ampleur qui va bouleverser tout un pan de notre économie que j'ai souhaité, en tant que législateur, de m'y intéresser au plus près dès mon arrivée à l'Assemblée. Et donc pour ce faire, on s'est entretenu avec 200 à peu près acteurs, à la fois des acteurs économiques, des acteurs institutionnels, des chercheurs, des superviseurs, pour essayer de travailler sur ce qu'allait être la blockchain et les cryptoactifs. Pour ce faire, on a divisé en deux. Il y a toute ma mission qui est sur les cryptoactifs et donc qui travaille exclusivement sur aujourd'hui ce qu'on a appelé les crypto-monnaies et qu'on a intitulé les cryptoactifs pour être plus général. Et puis, il y a toute une mission blockchain qui est coprésidée par Madame Delaraudière, que vous avez dû voir s'exprimer sur le sujet, qui est à la pointe sur les sujets digitaux, et notamment mon collègue Jean-Michel Miss. Pourquoi deux missions alors que l'une est quasiment un sous-jacent et que les cryptoactifs sont finalement
un outil pour financer aujourd'hui le développement de la blockchain et toute l'économie sur la blockchain, c'est notamment parce que je pense qu'en matière de cryptoactifs, il fallait qu'on soit extrêmement rapide et qu'on ait une législation claire sur de nombreux volets qu'on va aborder tout à l'heure. Et donc, je me suis entretenu avec beaucoup d'acteurs, et je vais rendre mon rapport là au mois de novembre, mais on a déjà commencé dans la loi Pacte à égrener une partie des dispositifs. Il y a 4 volets, à mon sens, sur la question des cryptoactifs. Le premier, c'est le volet bancaire. Comment est-ce qu'on fait pour lever les freins aujourd'hui que rencontrent notamment beaucoup de nos entrepreneurs concernant la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, qui est quand même l'étape initiale quand vous créez votre société. Le deuxième, c'est le volet fiscal. Comment est-ce qu'on rend ça lisible, stable, comment la France devient une terre d'attractivité et qu'on arrête de créer parfois des outils juridiques et fiscaux très, très intéressants, mais qui finalement ne sont que des conceptions d'idées et qui lorsque les interlocuteurs étrangers, les investisseurs étrangers s'intéressent à la France, bien souvent se disent mais pourquoi, comment ça fonctionne, c'est pas très lisible, c'est pas très stable. Le troisième volet, c'est la réglementation. On a commencé par là, c'est la réglementation des ICO, c'est la réglementation du secteur des services. Et donc, on a souhaité être dans une étape de labellisation. Pourquoi ? Parce que face à des États qui, aujourd'hui, légifèrent de manière très contraignante, très restreignante, et pour ce faire, je cite à chaque fois l'État de New York, parce que, à mon sens, c'est le contre-modèle de ce que nous proposons, nous avons souhaité être plutôt source de nature contractuelle. C'est-à-dire, en gros, on veut que nos entreprises, nos acteurs, aillent voir les superviseurs, notamment l'AMF, qui sera le guichet unique en la matière, pour pouvoir labelliser leurs produits. Et que si on souhaite aujourd'hui rassurer à la fois les acteurs bancaires, qui ont des craintes qui sont somme toute assez légitimes en termes de compliance, il faut pouvoir avoir ce mécanisme de labellisation. Et on ne peut pas contraindre, comme le fait par exemple aux États-Unis, tous les acteurs d'une même taille en fonction de différents critères. Donc nous, on a souhaité travailler de manière beaucoup plus souple avec les acteurs économiques, et c'est pour ça qu'on s'est positionné la question de la labellisation et qu'on va essayer de le porter au niveau européen, parce qu'on souhaite finalement, parce que l'enjeu, c'est pas simplement la France, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, en Europe aussi, on porte un modèle de régulation, de réglementation, et ça, c'est toute la deuxième étape après qu'on ait voté le cadre de la loi. Sur la question bancaire, c'est le premier acte, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déjà fait le pari que la labellisation permettra de rassurer notamment les agents bancaires, et que pour beaucoup qui sont frileux, on a souhaité mettre en lien à la fois l'AMF, qui va travailler avec la CPR, la Banque de France, l'ANSSI notamment dans tout l'audit des différents projets, avec le monde bancaire, pour rassurer le monde bancaire, notamment sur la question de la traçabilité. Parce qu'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est notamment le KYC, et c'est qu'on arrive sur des modèles un peu de standard en termes de KYC pour rassurer les banques, pour que les banques arrêtent de fermer discrétionnairement les comptes, ou en tout cas qu'elles continuent à les ouvrir. On a un mécanisme aussi qui a été voté, qui a fait beaucoup de débats, qui consiste à dire que lorsque vous êtes labellisé par l'AMF et que vous voyez refuser votre compte bancaire, la Caisse des dépôts peut ouvrir un compte notamment pour vous déposer capital social. Et ça me paraît extrêmement important parce que c'est un des freins aujourd'hui qui fait que nos entrepreneurs quittent la France lorsqu'ils veulent même investir en France et ils commencent à ouvrir leur compte à l'étranger et qui ensuite se disent pourquoi pas, je vais donc délocaliser mon siège social. Le deuxième volet, c'est fiscal. Il fallait clarifier. La doctrine du Conseil d'État n'était pas claire sur beaucoup de sujets. On a souhaité faire un coup de balai, et ça sera dans le cadre du PLF, donc les annonces que je vous fais sont encore sujets à modification. Mais finalement, sur la question des personnes physiques, sur la question des personnes morales, on veut quelque chose d'extrêmement simple. PFU sur les personnes physiques, c'est-à-dire que la plus-value que vous effectuez sera taxée donc à la flat tax à 30%. Le fait générateur, ça sera lorsque vous sortez les cryptoactifs du monde des cryptoactifs vers du fiat et sur vos comptes bancaires. Donc on défiscalise tous les cryptoactifs vers cryptoactifs, et ça me paraît important parce que en termes de lisibilité, c'était un point d'inquiétude pour tous les acteurs du secteur. Sur la question des personnes morales, il y avait notamment la question quand vous émettez votre ICO, vous étiez quasiment fiscalisé à 60%, parce qu'on considérait que c'était du chiffre d'affaires. Et donc, on tend vers un report de fiscalité, considérant que les utility tokens, qui sont des produits qui finalement font la promesse d'un usage futur, seront, de par la recherche et développement de la structure qui aujourd'hui développe le produit, seront promis plus tard. Et donc, la réalisation de cette promesse s'effectuant dans le temps, il y a un report de la fiscalité. Donc tout ça permettra d'avoir plus de lisibilité, de flexibilité, et je suis à votre disposition pour qu'on échange sur le sujet. Le troisième et dernier volet, c'est la labellisation, parce qu'on évoquait ça tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que nos sociétés qui aujourd'hui, même
pas simplement françaises, même des sociétés externes à la France, viennent demander le label. Et donc, on a souhaité labelliser tous les secteurs, pas simplement les émetteurs d'ICO. Et on va encore retravailler notamment sur la question des ICO qui ont déjà émis dans le temps, parce que je pense qu'il faut pouvoir valoriser leurs produits. Mais donc, on est sur un système contractuel quasiment, avec le superviseur. Je travaille avec des superviseurs qui, il faut le reconnaître, sont quand même à la pointe sur le sujet. Alors, bien entendu, il y a parfois un peu de posture, mais finalement, l'AMF notamment, qui est aujourd'hui notre guichet unique, et on s'est beaucoup battu là-dessus, est un acteur qui est là pour favoriser aujourd'hui l'implantation en France des structures économiques. Et donc, j'en suis vraiment reconnaissant parce que j'ai découvert comme une administration qui faisait le pont avec aujourd'hui des entrepreneurs qui avaient des difficultés très pragmatiques et je les ai trouvés vraiment très réactifs. Et donc, sur ça, je me félicite parce que le dispositif que nous avons ficelé, tant sur la loi Pacte, qui aujourd'hui prévoit la labellisation, que sur le PLF, qui clarifie à la fois la question comptable et la question fiscale, va rentrer donc en vigueur très certainement pour le semestre 2019 et permettra d'avoir une législation stable, claire, efficace et qui rendra la France attractive en la matière. Voilà. Je suis disposé, si vous le souhaitez, à répondre à des questions. Je ne sais pas si on a dépassé le temps imparti. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. On est dans le timing, donc on a le temps effectivement de ces questions. Alors il y a beaucoup d'acronymes qui sont sortis. Alors j'espère que tout le monde est très à l'aise avec la blockchain, avec les mineurs, avec le KYC, Know Your Customer. Donc effectivement, ça peut paraître un sujet assez technique. Ça l'est d'ailleurs. Hein, il faut quand même le reconnaître. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors je vous remercierai de vous présenter avant de poser la question. Je ne sais pas si on a un deuxième micro quelque part. Une question? Monsieur là-bas, alors, est-ce qu'on a un deuxième micro? Oui. Tenez. Oui, ça va. Ah. Ouais. Pardon. Bonjour, Marcel Turbo, donc je suis le CEO de Turbo Céréales. Ce sera une blockchain agricole et qu'on a l'intention de faire une ICO. Quand vous parlez du premier semestre 2019 pour l'AMF, c'est janvier, c'est juin, il faut attendre. Non, c'est une très bonne question. D'une part, la question que vous soulevez me permet de répondre sur la question de l'instruction des dossiers. On a l'AMF qui garantit normalement un dossier, s'il est complet, une instruction de 2 mois, donc c'est extrêmement rapide. Et donc, dès lors que le dispositif sera voté et promulgué, le règlement permettra donc de délivrer les premiers labels, à mon sens, à partir du mois de mars. Il ne faut pas se cacher, je pense que la deuxième lecture interviendra sûrement au niveau de la fin de l'année, que le volet réglementaire sera adopté quasiment dans la foulée par l'AMF qui travaille dessus. L'ANC a déjà son règlement comptable pour le mois d'octobre. Donc tout ça permettra d'avoir un régime efficace, je pense, avant le mois de juin, certainement, peut-être mois de mars. On peut déposer les dossiers avant ou il faut attendre? Alors, je ne veux pas me positionner, je réponds à l'AMF, mais bon, je crois qu'en effet, vous avez la possibilité, le guichet est ouvert, en tout cas, il sera ouvert dès lors que la loi sera promulguée. Donc, je pense qu'elle sera promulguée, à mon avis, au mois de janvier. Merci. Oui, bonjour, Pierre Plaven, Institut Télécom. Est-ce qu'il y a des initiatives de coordination européenne sur ces différents règlements et... Alors, il y a aujourd'hui deux façons de voir les choses. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'être majoritaire sur le sujet. Il y a nous qui portons donc cette notion de labellisation et qui, je pense, doit dépasser simplement le cadre de l'AMF et doit être portée par l'ESMA, ou en tout cas par un superviseur européen. Pour le coup, c'est tout un enjeu des prochaines semaines de discussion, à la fois au sein de la Commission, au sein du Parlement européen, où il faudra promouvoir notre modèle de réglementation, de régulation. Et ça, on le portera aussi à la fois dans le G20 et dans les institutions internationales pour lesquelles notre ministre, notamment Bruno Le Maire, se mobilise beaucoup. Donc, mais ça va être un enjeu quasiment de concurrence normative. Et c'est la deuxième étape, parce que vous avez raison, on ne peut pas simplement satisfaire qu'on ait une réglementation favorable en France si, dès lors que l'enjeu est quasiment un enjeu extraterritorial, vous voyez, on n'a pas de plateforme aujourd'hui en France qui fait le pont entre le fiat et les cryptoactifs. C'est un enjeu, à mon sens, de souveraineté économique, notamment pour l'Europe. Et tout ce qui ne s'est pas passé sur Internet, à mon avis, on doit prendre le contre-pied. Donc si on veut que aujourd'hui l'Europe soit une terre d'accueil dans son intégralité, il va falloir traiter la question fiscale, parce qu'il y a des États membres aujourd'hui qui, comme vous le savez, font une forme de dumping un peu déloyal. Et puis la notion même de réglementation, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois l'Allemagne qui propose une réglementation très
très dur, très, très strict, qui ne fait pas de différenciation entre les acteurs, et puis la France qui est plutôt sur une forme de soft law. Bonjour, Maxime Bourdon du cabinet Septon Stratégie. Est-ce que vous ne craignez pas que cette labellisation soit en fait un frein au développement en fait, des différents projets, que ça soit vraiment trop contraignant en fait? C'est une bonne question. On s'est assuré dans l'élaboration avec notamment l'AMF que les règles soient différenciées. C'est-à-dire que notamment pour la question du secteur secondaire, tous les acteurs des cryptoactifs, que ce soit les places de marché, les plateformes de trading, ont en fonction de leurs services des obligations de délivrance, d'audit qui sont différenciées. Donc on s'attache à regarder aussi la viabilité de ce qu'on demande. Donc il y a une forme de souplesse. Après, ça apporte que des avantages, la labellisation. C'est-à-dire que ça apporte des avantages d'un point de vue de la reconnaissance vis-à-vis à la fois de vos investisseurs, disant bon, si vous êtes labellisé, c'est qu'il y a quand même derrière tout ça une forme de garantie de l'actif que vous émettez, si c'est un actif, ou en tout cas de l'utility. Et puis il y a, si vous ne vous posez pas la question de la labellisation, si vous ne choisissez pas, vous ne tentez pas par la labellisation, vous pouvez toujours émettre votre ICO. Donc vous n'avez pas plus de contraintes. Ce qu'on voulait, c'était absolument pas dire, en gros, on n'autorise pas que les ICO qui sont labellisés. Mais les ICO labellisés ont plus d'intérêt aujourd'hui à être labellisés parce que, même d'un point de vue économique, elles sont incitées. Je crois que sur l'historique, 80% des ICO sont des arnaques sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant à travers le monde. Vous savez, il y a 95% des startups aujourd'hui qui ne deviennent pas des ETI et des licornes. Donc, arnaque ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'utility tokens qui sont en fait des securities. Parce que finalement, ces utility tokens ne sont pas plus développés. L'argent qui a été levé n'est pas investi en recherche et développement. Et c'est tout l'enjeu, notamment de notre régime fiscal, qui sanctionnera ce genre de projet. Mais arnaque, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'arnaques. Il faut protéger. Il y a tout un volet protection des consommateurs, protection des investisseurs sur lequel on travaille avec l'AMF parce que c'est un des enjeux. Il y a quand même des situations à risque. Mais ces arnaques-là, on les a retrouvées dans d'autres domaines, dans les pyramides de Ponzi, dans le diamant. Donc, ce n'est pas simplement lié à la question des ICO. D'accord. Très bien. Merci. Une autre question ? Là-bas. Alexis Abric, CGDIM. Je voudrais revenir sur la taxation sur la plus-value. Donc vous avez dit que ce sera au passage de la crypto-monnaie à la fiat. Mais comment sont gérés les stablecoins? Alors, je n'ai pas été suffisamment précis. C'est cryptoactif fiat, fiat vers le compte bancaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous couvrez sur votre plateforme de trading face à la volatilité d'un cours, par exemple, que donc vous transformez simplement votre bitcoin en euros, il n'y a pas de fait générateur de la fiscalité. C'est le moment où vous cash out la compte que vous souhaitez retirer que la fiscalité s'impose. Donc les stablecoins rentrent en compte, enfin n'ont pas d'impact en fait directement. Très bien, merci beaucoup, monsieur le député. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci bien. Merci. On va passer à l'intervenant suivant. Donc, je vais appeler Alexis Normand, qui fait partie d'Emblema et qui dirige le consortium blockchain santé. Alexis, si tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est Emblema et puis ce qu'est un peu le potentiel de la blockchain dans le domaine de la santé. Absolument, et merci beaucoup. Donc ça me fait très plaisir d'être là et surtout de parler après Pierre Persson parce que justement on a voulu inscrire un petit peu notre démarche dans la perspective de cette loi Pacte en disant la France accueille les sociétés de blockchain et dans ce domaine il y a un marché américain, il y a un marché français et donc ce cadre favorable est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous êtes tous des experts de la blockchain, mais je vais juste passer quelques minutes à rappeler ce que c'est et puis à expliquer surtout comment ça s'applique à la santé. Et alors, en fait, ça s'applique de plein de manières à la santé, mais le cas d'usage d'Emblema qui illustrera peut-être le propos plus général. Alors, Alors, juste, je commence par une citation. Je ne sais pas si vous savez qui est Vitalik Buterin. Il a 26 ans. C'est le fondateur d'une des plateformes qui s'appelle Ethereum. Et il dit quelque chose d'assez simple. Ils disent jusqu'ici, le numérique, ça a cherché à automatiser la périphérie, les tâches les plus simples. Et la blockchain, ça cherche à automatiser le centre. Donc, c'est-à-dire, dès que vous avez un marché qui est un petit peu centralisé, enfin un marché ou un service, eh bien, justement, la blockchain
fait de la certification de transactions sans certificateur. Et donc ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus disruptif dans la blockchain. Et ayant dit cela, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour la santé. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la blockchain parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs connaissent mieux que moi le sujet, mais rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, la plupart des réseaux font remonter l'information de façon centralisée. Vous avez des réseaux un petit peu hybrides, peer-to-peer, et vous avez la Bitcoin, la blockchain, qui est la même techno que le Bitcoin, qui en fait va distribuer toute l'information à tous les participants du réseau. Et donc ça permet, si vous rajoutez à ça, en fait, non seulement de copier un réseau distribué de transactions, mais aussi des contrats, et bien en fait d'automatiser une partie des fonctions qui étaient réalisées ici. Et donc c'est ça qu'en fait on propose de faire dans la santé, dans un domaine très particulier. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de mythes sur la blockchain. Et donc c'est important justement de s'inscrire dans un cadre réglementé. Il y a le mythe selon lequel c'est très consommateur d'énergie, donc c'est un protocole de la blockchain, c'est pas le seul. Il y a l'idée que beaucoup des transactions seraient opaques ou frauduleuses, donc précisément on a voulu s'inscrire dans un cadre réglementé en France, et puis que ça empêche de protéger la vie privée, c'est pas vrai. Alors concrètement, Emblema, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'inscrit? Alors nous, on est parti d'un des cas d'usage de la santé, le cas d'usage en fait des données en vie réelle. Alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est ici. Les données en vie réelle, c'est en fait quand vous développez un médicament, la plupart des peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, mais la plupart des études qui sont menées pour valider que le médicament fonctionne sont dans un environnement très contrôlé de recherche. Et une fois que le médicament est sur le marché, ça ne se passe pas toujours exactement de la même manière. Dans la vie réelle, dans un environnement de recherche non contrôlé, eh bien, aujourd'hui, il y a une multitude de données qui sont disponibles et qui n'existaient pas avant. Un objet connecté, comme une montre, des dossiers médico-électroniques quand ils sont numérisés, c'est le cas aux États-Unis, des résultats d'analyse que les patients racontent eux-mêmes. Donc ça, c'est la tendance en fait des 10 dernières années, c'est la digitalisation massive des données de santé dans le monde réel, donc hors du cadre de la recherche clinique. Et puis, en fait, le régulateur américain, qui est en partie derrière ce mouvement, a fait le constat que maintenant, il fallait que ces données servent davantage à instruire la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance des médicaments. Et donc, servent à vérifier que quand vous mettez un nouveau traitement à disposition des patients, qu'il fonctionne comme il devait fonctionner dans le cadre clinique. Et donc c'est là que justement ces données jusqu'ici étaient sous-exploitées, commencent à l'être et peuvent l'être encore mieux avec la blockchain. Alors comment donc je vais essayer d'aller vite quand même. Alors d'abord aujourd'hui, en fait ces données, justement, on est dans un cadre de collecte centralisée. Donc ces données en vie réelle sont récupérées à partir des dossiers médicaux, à partir des dossiers pharmaceutiques par des tiers qui en fait les revendent aux patients. Alors le problème, donc ça c'est le problème auquel nous Emblema on s'adresse, c'est-à-dire que c'est un processus qui fonctionne, qui est obligatoire, mais qui est long, qui est coûteux parce qu'une partie de cette collecte est manuelle, où les patients ne sont en général pas au courant, ne sont pas indemnisés, et donc dans ce mouvement aujourd'hui où tout le monde souhaite être propriétaire de ces données, c'est le cas aussi des données de santé. Pourquoi est-ce qu'il y a ce commerce de mes données qui peut d'ailleurs être très légitime, mais où le patient en tout cas n'a pas son mot à dire, et puis il y a un risque sur le consentement puisque justement il n'est pas au courant. Donc ça c'est le cas d'usage. Alors, il y a un petit problème de... Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, bon, tant pis pour le problème de formatage, ces données patients valent cher. Faut quand même le rappeler. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui, un dossier patient complet dans la mucoviscidose est acheté près de $10 000 par an
par patient, par certains laboratoires. Si vous prenez la maladie de Parkinson, c'est 20 000 $. Si vous prenez certains types de cancers, c'est aussi 10 000 $. Donc ça, ce sont des transactions qui existent. Il suffit de regarder combien les sociétés ont vendu leur base de données et combien il y avait de patients, et vous avez une idée à peu près du prix d'une donnée de santé. Et donc aujourd'hui, toute cette valeur, elle est captée par celui qui fait la transaction. Aucun des patients atteints de la mucoviscidose ou de Parkinson ou du cancer, en l'occurrence, n'a été indemnisé, ne serait-ce que pour sa participation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces achats de données ne sont pas utiles, ça veut juste dire que sans doute, ils pourraient être plus efficaces. Alors, et donc là, je reviens à la blockchain. Donc en fait, ces transactions, elles sont réalisées dans un cadre où le patient va faire que ces données sont... Enfin, le monde médical va collecter ces données sur le patient. Des intermédiaires vont collecter ces données et ensuite les revendre aux chercheurs. Eh bien, en fait, nous, ce qu'on essaye d'imaginer, c'est un monde où on supprime, il faut le dire, ces intermédiaires, ou en tout cas, on permet, non pas à l'intermédiaire qui réalise la transaction, mais à chaque propriétaire de sa donnée, de fixer lui-même les termes de la vente. Et donc, alors encore une fois, ce modèle de passage d'un réseau très centralisé à un réseau décentralisé pourrait s'appliquer à beaucoup de choses dans la santé. Il se trouve que nous, on a décidé de s'intéresser d'abord à celui des données en vie réelle, parce que c'est là où, en fait, les patients ont le plus envie d'être impliqués et où les données ont le plus de valeur aussi pour le patient, pour la recherche, et où, en réalité, impliquer le patient peut le plus améliorer le processus, c'est-à-dire avoir des données au grain individuel. Aujourd'hui, elles sont agrégées. Avoir, en fait, une participation active du patient, finalement, au processus qui mène à l'amélioration de son propre traitement. Alors, je vais aller un peu plus vite parce qu'on me dit que je parle trop longtemps. Alors donc, Emblema a commencé à le faire. Hein. Un produit a été lancé. Il est disponible. C'est le premier, à notre connaissance, qui existe, qui permet à un patient d'agréger toutes ces données et de le faire en pleine propriété. Vous avez des objets connectés, vous pouvez y mettre vos données. L'étape d'après, c'est de créer en fait cette place de marché décentralisée où vous êtes satisfait avec vos données, vous participez à une étude et vous êtes récompensé pour votre participation active. Donc, on s'attaque d'abord aux maladies rares, parce que c'est là où les patients sont les plus motivés, en fait, les plus intéressés, où leurs besoins sont les moins couverts à la fois d'un point de vue thérapeutique, mais aussi d'un point de vue digital. Il n'y a pas d'application mobile particulièrement destinée à ces patients, et donc eux-mêmes, en fait, sont très demandeurs. Et je pense que, juste pour resituer un petit peu les choses dans leur contexte, l'enjeu fondamental, alors c'est un slide un peu compliqué, c'est juste de dire que vous avez un processus de validation d'un médicament qui est très très long, et qui est encore plus long du fait que vous prenez beaucoup de temps à collecter ces données en vie réelle. Si vous les numérisez dès l'origine, et qu'en fait vous intégrez cette numérisation avec le logiciel du régulateur, c'est ce qu'on est en train de faire, eh bien vous gagnez en fait 6 mois, 1 an, et ça peut représenter une valeur économique très importante. Dernier mot sur le modèle économique. Donc on est sur un réseau décentralisé, contrairement à Facebook qui va par exemple prendre toutes vos données et s'approprier entièrement la valeur générée. Donc pour des fins marketing, pour revendre, eh bien, si vous êtes une place de marché décentralisée, vous ne vous appropriez pas toute la valeur des données de vos utilisateurs. Ce que vous faites, en revanche, c'est que vous êtes opérateur d'un réseau. Donc la société Emblema est opérateur du réseau qui va permettre cet échange. À ce titre, elle se rémunère pour les services d'opération du réseau. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette valeur, si elle ne va pas dans la vente pure et simple de la donnée à un tiers, elle va en fait dans la croissance du réseau. Plus vous avez d'utilisateurs sur votre réseau, et si vous avez un stock de jetons finis, eh bien c'est du monétarisme, la monnaie s'apprécie. Et donc en fait pour un investisseur aujourd'hui, c'est presque plus intéressant d'acheter une crypto-monnaie qui va s'apprécier que d'acheter une part du capital de l'entreprise. Parce que vous générez à la fois de la valeur sur le chiffre d'affaires de votre entreprise et sur la valorisation du réseau via votre monnaie. Donc en fait, à gauche, c'est Karl Marx, la valeur est redistribuée à tous les participants, et à droite, c'est Milton Friedman. Vous avez un stock fini de monnaie, et la monnaie s'apprécie
plus vous avez d'utilisateurs. Donc voilà. Je finirai donc justement sur le fait que les initial coin offering sont potentiellement une chance pour la France. Juste pour rappeler quelque chose quand même, en termes de financement, les initial coin offering, c'est pas du tout anecdotique. On atteint les niveaux des années 2000, donc ça a réellement réveillé l'appétit de financement pour l'innovation en volume. Donc c'est pas quelque chose réservé à une secte de cryptos investisseurs, c'est vraiment quelque chose d'absolument massif. Et donc je pense qu'il faut en prendre conscience parce que sinon on va passer à côté. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention et surtout à vous maintenant d'en débattre puisque ayant posé ce cadre. Merci beaucoup. Merci Alexis, merci beaucoup. Effectivement, je vais appeler nos différents intervenants. Alors, on était ce matin avec Philippe Cheng, le nouveau président du LEM, à une autre conférence. Il disait, on ne dit plus données en vie réelle, je l'ai noté, hein, c'est données collectées en conditions réelles d'utilisation. Donc voilà, mais bon, on a compris l'idée. Je vais inviter les slides. Voilà. Donc Alain-Michel Serretti, donc le président de France Asso Santé. Si vous voulez bien venir vous installer sur la table ronde. J'ai invité Jean-Marc Aubert, le directeur de l'adresse. Là aussi. J'annonce tout de suite que vous devez partir à 19h30 puisque vous êtes attendu dans le sud de la France et vous avez un avion ce soir. Donc je préviens. Michel Anaori, donc avocat associé PBA. Et enfin Bernard Hamelin de Sanofi. Alors vous vous expliquerez aussi votre titre tout à l'heure. On va en discuter. Donc le but, c'est effectivement de discuter sur les différentes thématiques qu'Alexis a introduites tout à l'heure. Je vais commencer du coup tout de suite par Jean-Marc Aubert. Désolé, ni odeur aux dames, ni honneur aux patients, mais juste pour des questions de logistique. Vous êtes l'un des signataires des nombreux rapports qu'on a vus dans le plan de transformation du système de santé, celui sur l'évaluation et l'économie. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient de partager là sur la donnée en vie réelle, la qualité, l'épidémiologie, par rapport à toutes ces questions d'évaluation et d'impact économique sur le système? Oui, alors en fait, aujourd'hui, il est clair qu'on a une nécessité pour créer de la valeur dans le système de santé pour les patients, pour qu'on puisse aller au-delà. Il y a de multi-usages, hein, je vais y revenir, mais on a une nécessité de pouvoir recueillir ces données et de les traiter. Les deux étant pas si simples, parce qu'il y a la question, bien sûr, et c'est un peu ce qu'on vient de voir du recueil, et puis après, il y a la question de les rapprocher et de les traiter. Alors, effectivement, on espère beaucoup de valeur du traitement de ces données. 2-3 exemples rapides. C'est vrai que ça peut permettre, c'est l'exemple, de vérifier qu'un produit de santé ou qu'un autre traitement, d'ailleurs, plus généralement, est efficace. Hein. Mais ça peut permettre aussi, avec des algorithmes de traitement liés notamment à tout ce qui est développement d'intelligence artificielle, finalement de trouver des signaux faibles qui sont dans ces données sur pourquoi un traitement n'est pas efficace ou pourquoi, parce que peut-être qu'il y a un problème supplémentaire qui se crée, peut-être qu'il y a une résistance particulière du patient. Et ces éléments-là, aujourd'hui, on ne sait pas encore les faire. Je ne sais pas, sur un problème clair aujourd'hui, par exemple sur le cancer du sein, on sait qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent être opérés alors même qu'il n'y a pas de risque. Est-ce que demain, avec la capacité de récupérer finalement des données, de les analyser, on va pouvoir améliorer finalement le diagnostic? Aujourd'hui, on pourrait dire on ne sait pas. Probablement demain, alors peut-être pas sur ce cas, mais sur d'autres cas. En tout cas, on peut imaginer qu'on y arrive. Donc, et puis, et c'est aussi un sujet, puisque malgré tout, je suis directeur d'administration centrale et je travaille aussi pour l'État comme gestionnaire du système de santé. On peut imaginer que toutes ces données permettent de mieux gérer le système, de mettre les moyens là où on en a besoin, en ayant une vision plus claire, finalement, des besoins des patients. Et ça rejoint un peu la réflexion qu'on a sur
sur la tarification, ça veut dire finalement quels sont les patients qui ont besoin d'un soutien plus particulier et donc de tarifier le système de santé aussi en fonction du besoin ressenti du patient. Mais ça demande pour ça de pouvoir créer des modèles de risque de patients et pour ça, nous avons aussi besoin de données. Et ces données aujourd'hui, alors on dit souvent en France, on a les plus belles bases, les plus grandes bases de données de santé au monde, le SNIRAM, il y a l'INDS, alors malheureusement il y a le projet du Health Data Hub, mais tout ça reste dans une logique quand même un petit peu ancienne, qui est plus du data warehouse. Est-ce que la blockchain aujourd'hui est utilisée dans les bases de données de santé, ou est-ce qu'il y a des groupes de travaux ou des réflexions sur l'utilisation de la blockchain, et surtout sur la place du patient dans son consentement à transmettre ou à partager cette donnée? Alors, il y a bien sûr des réflexions sur le consentement du patient. On va en reparler avec Alain Michel, Serretti, mais on rentre finalement dans le règlement européen, le RGPD. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a ce qui est très structuré dans nos systèmes de santé français, c'est tout ce qui est données médico-administratives. Et donc le fameux SNDS. Ce qu'on souhaite pouvoir probablement maintenant récupérer, rapprocher, mais pas forcément mettre dans une même base, si vous voulez, c'est pouvoir utiliser en comparaison, c'est des données cliniques. Alors vous avez des données cliniques qui correspondent à votre modèle, qui sont les données cliniques qui peuvent être dans un entrepôt hospitalier, qui peuvent être dans une cohorte. Là, on a aussi l'effet de base, mais notre objectif, c'est pas d'aller uniquement sur des données cliniques qui sont aujourd'hui parfaitement bien rangées et de les rapprocher, c'est aussi d'aller sur des données cliniques, pourquoi pas, qui peuvent être des données qui pourraient arriver des médecins directement, du dossier médical du patient, qui pourraient arriver directement d'outils connectés. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Je veux dire, pour l'instant, en France, on a ce qu'on a, donc c'est notre base médico-administrative. On essaie déjà de l'ouvrir à des données qui existent déjà, mais j'aurais tendance à dire, plus on peut croiser ces données avec d'autres données, plus il y a de chances qu'à terme, on tire de tout ça une valeur positive pour le système de santé. L'erreur serait de dire aujourd'hui le modèle est terminé parce qu'on a décidé que c'était telle ou telle base de données, tel ou tel moyen de prendre la donnée. Donc il est clair que si on a des systèmes qui permettent d'agréger des données, le seul sujet après, mais qui finalement rejoint votre modèle, c'est qu'à la fin, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'analyser ces données en rapport. Mais il suffit, la France, c'est le Premier ministre qui disait, elle a un inconvénient, elle en a quelques avantages, c'est qu'on est très centralisé. Mais on a des modèles de traitement de ce type de données beaucoup plus décentralisés dans l'Europe du Nord et qui fonctionnent aussi et qui apportent une valeur. Donc on pourrait imaginer en France qu'en plus de ces modèles centralisés, on ait des modèles plus décentralisés pour couvrir l'ensemble du champ. Parce que pour l'instant, on est loin de couvrir l'ensemble du champ. C'est bien la difficulté, c'est aussi l'idée du Health Data Hub, c'est commencer à rayonner et probablement dans un système plus décentralisé que le système tel qu'il existe aujourd'hui. Qui pourrait être basé sur de la blockchain, du coup? Qui pourrait être basé sur toutes les technologies. Moi, je ne suis pas le spécialiste de la blockchain, donc pourquoi pas, mais qui pourrait être basé sur toute technologie qui permettent le partage de la donnée avec, dans le cadre, je le répète, des droits du patient, qui est un point très important pour nous et qui nécessite d'être géré, quelle que soit la source de la donnée. Alain Michel Serretti, je vais vous passer la parole. Une valeur positive pour le système de santé et le patient dans tout ça. Comment vous vous sentez par rapport à ces évolutions du SNDS, de la place du patient dans l'évaluation de ce système de santé, dans la participation à ce système de santé? Moi, je vais vous dire, en 2011, Xavier Bertrand m'avait demandé de coprésider les assises du médicament. Certains d'entre vous, peut-être, y étaient. J'avais le groupe 4, et dans le groupe 4, j'ai découvert, dans les travaux de ce groupe, que les données, je ne savais pas que les données grand public, des personnes qui tout simplement vont à la pharmacie pour récupérer des médicaments, étaient transmises à des sociétés, on en avait identifié 2 à ce moment-là, qui les traitaient sans qu'il y ait évidemment la moindre information et le moindre consentement.
ça nous avait, je me suis aperçu qu'une partie importante, on était dans ce groupe 4, il y avait tout le monde, il y avait le LEM, il y avait les universités, il y avait l'ensemble des acteurs du monde de la santé. Une partie importante, comme moi, n'était pas vraiment informée de comment tout ça fonctionnait. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait évidemment avec l'accord de la CNIL, enfin il n'y avait rien d'illégal là-dessous. Sauf que les patients n'étaient pas informés. Quand j'entends la PHP qui veut valoriser ces données, je me pose la question de savoir si les données des patients qui risquent d'être valorisées, est-ce que les patients en question seront informés, ne serait-ce qu'informés. Et toute la question, me semble-t-il, mais je ne suis pas juriste là-dessus, si on a madame, vous êtes avocate, donc vous nous répondrez, et est-ce que la donnée, une fois qu'elle devient anonyme, appartient au patient, ou finalement il y a une propriété ou des droits rattachés à cette donnée, dès lors que l'identification existe, et que finalement, quand la donnée est complètement anonymisée, les droits quelconques se perdent. J'aurais tendance à penser ça, puisque ce que j'avais compris en 2011, c'est que les données, au départ, évidemment, ne sont pas anonymes, puisqu'elles viennent de l'ordonnance. Elles deviennent anonymes au décours du traitement, et une fois qu'elles sont complètement anonymisées, finalement, elles échappent au contrôle du patient lui-même. Ce n'est plus sa propriété. Là, ce qui est actuellement évoqué, le blockchain n'étant qu'un outil, c'est de redonner de la valeur à la donnée tout en l'anonymisant. Vous me dites si je me trompe, parce que je reste prudent dans ce que c'est un nouveau monde pour moi aussi, comme beaucoup ici peut-être, mais que pour autant, même en l'anonymisant, le malade profiterait de la valorisation de sa donnée, tout en l'anonymisant. Alors, il reste maître de sa donnée, c'est pas à moi de répondre, mais ce que j'ai compris, c'est ça. On a eu déjà des échanges sur ce sujet. On a une question de réglementation autour de ça, particulièrement en France. Après, il y a la question éthique et morale. Voilà. Bon. Est-ce que c'est la même chose de récupérer, d'obtenir en échange un intérêt, parce que c'est de la crypto-monnaie, c'est pas tout de suite de la monnaie. Est-ce que c'est la même chose que de vendre son rein? Parce que aujourd'hui, le débat, il est un peu là-dessus. C'est que la donnée de santé individuelle, je ne peux pas vendre ma donnée au même titre que je ne peux pas vendre mon œil gauche, ni le droit d'ailleurs. Et que finalement, on s'aperçoit. Mais par contre, on peut me prendre ma donnée sans difficulté, une fois anonymisée, pour la vendre et en faire profiter des personnes qui n'ont rien à voir avec celui qui est à l'origine de la donnée, c'est-à-dire le patient. Donc il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc qui ne va pas du tout. C'est que lorsque la donnée est anonymisée, ce n'est plus du tout un organe, ça échappe totalement à la réglementation autour de la commercialisation du corps humain. Alors que lorsqu'elle n'est pas anonymisée, elle est un peu associée à ça. Donc on sent qu'il y a d'un côté le 19e siècle et de l'autre côté le 21e siècle, et qu'il va falloir certainement, dans les travaux parlementaires, redonner un peu de sens à cette affaire. Après, moi, personnellement, est-ce que tout ça me choque? Non. Quand on est malade, on est affaibli. Bien souvent, quand on est très malade, les maladies qui étaient au tableau, je ne voudrais pas les avoir. Quand vous les avez, en général, vous travaillez moins, ou carrément, vous ne travaillez plus. Sur le plan économique, c'est moins facile que lorsque vous n'étiez pas malade, et en plus, vous êtes malade. Donc, si vous pouvez en bénéficier un petit peu, je ne vois pas, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais dire c'est pas bien. Surtout lorsque, par ailleurs, d'autres acteurs vont s'évertuer à anonymiser votre donnée de vous en tant que personne malade et à eux en tirer 100% des bénéfices sans même que vous soyez au courant que vos données soient utilisées. Donc je sais lequel des deux est le moins moral, je vous laisse juger. Alors, juste avant de passer la parole à Michel, effectivement, la particularité de la blockchain quand même, c'est qu'on va gérer les contrats et les consentements des patients, des utilisateurs, à chaque fois qu'ils vont céder ou vendre cette donnée-là. Et donc, on va pouvoir... Si on reprend le cas de 23andMe cet été, par exemple, où 23andMe dit
on a vendu les données, mais on avait le consentement des utilisateurs. C'était un consentement qui avait été donné one shot au moment où l'ADN avait été séquencé. Et l'utilisateur, on lui avait dit, est-ce que vous acceptez qu'on vende les données? Et puis il n'avait pas dû lire les conditions. Et voilà, dans la blockchain, on va pouvoir gérer, demander et de donner le contexte dans lequel l'utilisateur va pouvoir vendre ses données. Ça aussi, important pour le patient de savoir qu'il le vend à un laboratoire pharmaceutique ou dans le cadre d'une recherche clinique faite par un centre d'études ou des choses comme ça. Donc c'est là où la technologie est aussi intéressante. Du coup, on a le choix entre un monde dans lequel on est informé, dans lequel on garde la main sur le consentement et dans lequel il y a un retour, par rapport à un monde qui existe déjà, qui est complètement opaque, dans lequel on n'a aucune information, dans lequel on ne gagne rien. Je dis, si vous me demandez lequel vous choisissez? Ok, je crois qu'on a compris. Michel, on voit bien qu'on arrive tout de suite à la question majeure. Elles sont à qui ces données? Je peux me mettre là, comme ça je peux garder mon papier du 19e siècle sous les yeux. Poursuivre. Alors vous avez défloré évidemment mon introduction, forcément. Vous pouvez même mettre le micro là si vous voulez. Et en effet, quand on entend ce qui est présenté sur la blockchain et compagnie, on voit bien que la notion de la propriété de la donnée devient une vraie question. Alors, pourquoi ça devient une vraie question? Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, à la fois, si je résume en deux phrases et que je suis provocatrice à dessein, aujourd'hui, on peut vendre des données personnelles, une fois qu'elles sont agrégées, amassées, massives, blabla, mais n'empêche que les GAFAM peuvent vendre nos données personnelles, donc on peut vendre des données personnelles, mais celui qui est à l'origine de la matière première, lui, moi, je ne peux pas vendre ma donnée. C'est l'état du droit positif actuel. Alors c'est vrai qu'on se retrouve en se disant, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est légitime que le fournisseur de la matière première ne puisse pas participer d'une manière ou d'une autre à la valorisation de l'exploitation des données qui va en être faite. Alors, je vais faire vite un rappel du droit positif quand même, de ce qui est la réglementation actuelle et évoquer avec vous des pistes de réflexion pour voir à la fin si l'outil de la blockchain, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, ce n'est qu'un outil, mais est-ce que cet outil, qui dans ma compréhension, mais je suis comme vous, c'est compliqué, même si Robert me l'a expliqué plusieurs fois, mais j'ai l'impression quand même que se crée grâce à cet outil, qui est sécure, qui assure une traçabilité des échanges et qui permet une indépendance structurelle avec des grosses structures. J'ai l'impression, mais ça sera la conclusion de mon sujet, je commence par la fin, j'ai l'impression que ça crée une distanciation entre celui qui est à l'origine de sa donnée et la donnée, et cette distanciation pourrait permettre de compenser l'auteur de la donnée, puisque cette donnée deviendrait anonyme, mais qui serait maître comme responsable du traitement de son anonymisation du fait que c'est un système automatique. J'ai compris? Alléluia. Donc, à partir de là, on peut trouver une piste de réflexion. Mais alors, en un mot, c'est quoi le régime actuel? Juste quand même pour vous dire, c'est la première fois dans le code que la donnée de santé a été définie. Le RGPD vient de définir la donnée de santé, la donnée personnelle, ce qui n'avait jamais été le cas. Pour vous dire dans quel flou, même les juristes, on était, puisqu'il n'y avait pas de définition de la donnée de santé. Aujourd'hui, il y a une définition de la donnée personnelle que vous connaissez, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, notamment par référence à son nom ou à son identifiant. Et la donnée de santé, c'est toute donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris les prestations de santé qui révèlent des informations sur l'état de la santé de la personne. Donc on voit que cette définition se rapproche quand même de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on considère que la donnée de santé, vous savez, en droit c'est toujours pareil, hein, il y a deux grandes catégories, il faut choisir dans quelle catégorie on est. Est-ce que la donnée, pour résumer, c'est un bien mobilier incorporel, ou est-ce que la donnée de santé, c'est pas un droit réel, mais c'est un droit personnel? Juste la définition de la donnée de santé faite par le RGPD nous donne déjà un indice qui est repris évidemment par le Code civil depuis longtemps, qui dit que c'est un droit personnel. Donc le Code civil est très clair, la loi informatique et liberté aussi. Elle prévoit, si vous voulez, la loi informatique, puisque c'est la première en 78 qui se soit prononcée sur ces questions, elle nous permet de disposer de nos données, mais pas de disposer dans le sens classique du terme.
Disposer, c'est-à-dire décider et contrôler l'utilisation qui sera faite de cette donnée. C'est tout ce qui est autorisé parce qu'on considère que la donnée est une émanation de la personne. Et comme c'est une émanation de la personne, elle obéit à l'article 16.1 du Code civil qui dit que le corps humain ne peut pas faire l'objet d'un droit patrimonial, mais on dit le corps humain, les éléments du corps humain et ses produits. Et vous allez voir qu'on considère que la donnée, c'est un produit du corps humain. SIC, la définition de la donnée de santé que je viens d'en faire avec le RGPD. Donc, si c'est un produit, quel est le régime juridique du produit d'une émanation du corps humain? Il y a une règle de droit qui dit l'accessoire suit le principal. Donc, à partir du moment, le régime juridique de la donnée, l'accessoire du corps humain va suivre le régime juridique du corps humain. Et c'est comme ça qu'on arrive à une application de la donnée est hors commerce puisqu'elle fait partie du corps humain. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je peux pas vendre on n'est pas propriétaire de notre corps humain, vous le savez, on ne peut pas vendre notre foie, notre cœur, ni louer notre utérus, enfin les femmes, etc. Donc on voit bien qu'on se retrouve dans un schéma français qui est clair. La donnée personnelle, la donnée donc de santé, la donnée de santé est une donnée sensible, donc encore plus protégée que la donnée personnelle, elle est hors commerce. Et elle est à ce point hors commerce que c'est l'article du Code de la santé qui est très clair sur ce point, car il dit que c'est l'article 226-21 du Code pénal qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre ou de faire commerce avec son corps humain sous peine de sanction pénale. Ni vendre, ni directement, ni indirectement. Donc c'est assujetti à une sanction pénale. Donc le débat est clair, on ne peut pas. Voilà, on a fini la présentation que tu m'avais demandée. Alors maintenant, si on va un peu plus loin, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a comme outil juridique, parce qu'en fait, on n'est que des juristes, on n'est pas le législateur, on ne fait que dire quels sont les outils qu'on a à notre disposition qui pourraient nous servir, malgré tout, d'arriver à une solution où on pourrait compenser, finalement, le titulaire de la matière première dans le partage de la valorisation. Alors, on dit les États-Unis. Alors, c'est vrai que les États-Unis ont une approche plus patrimoniale que nous, évidemment. Mais aucun pays du monde, je pense que c'est important de le dire, aucun pays du monde n'a reconnu un droit de propriété sur la donnée de santé. Ça veut dire qu'indépendamment de tout débat juridique, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit d'un débat moral, il s'agit d'un débat de société, il s'agit d'un débat éthique. Donc, si vous voulez, c'est pas clair, même dans les pays où on a accordé à la donnée une certaine patrimonialité quand même. Partant de là, on peut quand même se dire, il y a un truc qui ne va pas. Comme vous l'avez dit, on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi on ne pourrait pas profiter de la valeur alors qu'on est à l'origine de cette valeur? Donc, qu'est-ce qu'il y aurait dans le code qui nous permettrait de nous aider? Il n'y a pas 36 trucs quand même. Il y a le droit de propriété, il y a considérer que la donnée est un bien mobilier incorporel. Qui dit droit de propriété dit usus, abusus, fructus et abusus. On a l'usus, on a le droit d'user de la chose, on est tous d'accord, c'est marqué partout depuis la loi informatique et liberté. On n'a pas le droit de percevoir les fruits, on vient de le dire, mais j'allais dire que ça, c'est juridique et on pourrait s'arranger. Mais les avocats, c'est ça, on essaye de s'arranger. Mais là où on ne peut pas s'arranger du tout, parce que c'est plus du droit, c'est l'abusus. On ne peut pas disposer de son bien comme longtemps. On ne peut pas détruire, vous ne pouvez pas détruire votre nom. Vous ne pouvez pas détruire la couleur de vos yeux. Vous ne pouvez pas aliéner votre bien. Vous ne pouvez pas vendre votre nom à quelqu'un. On ne peut pas saisir quelque chose. Donc on voit bien que le droit de propriété, comme on l'entend avec l'usus, l'abusus, les fructus, au moins sur l'abusus, on voit bien que ça implique au moins de rentrer, comme l'a fait il y a un think tank qui s'appelle, je ne sais plus comment, avec Gaspard Koenig, Génération Libre, qui a parlé d'un droit de propriété ad hoc en opérant une distinction entre certaines données. Certaines données pourraient être vendues quand elles ne sont pas intimement liées à nous, malheureusement pas les données de santé. Les données de santé, de toute façon, même si on opérait cette distinction, elles sont considérées comme attachées à votre être et donc difficile de l'aliéner, de le détruire, de le vendre ou de le mettre en hypothèque. D'accord ? Donc on voit bien que on ne peut pas le transmettre à nos héritiers, notre foi, notre cœur, notre donnée, ce n'est pas transmissible. Donc les règles du droit de la propriété, même en essayant de faire comme Génération Libre et de les tirer dans tous les sens, en droit, on n'arrive pas. Alors, on abandonne le droit de propriété. Il y a
le droit de propriété intellectuelle, qui lui pourrait être une piste, puisque le droit de propriété intellectuelle, lui, il a fait une distinction plus subtile, puisqu'il y a une part incessible qui sont les droits moraux, et il y a une part cessible qui sont les droits d'exploitation. Donc on peut se dire, tiens, ça peut être une piste pour nous. Mais quand vous regardez ça de plus près, il faut que l'œuvre soit originale. Il faut une notion d'originalité pour pouvoir prétendre à un droit moral. Mais quand vous recevez des données générées automatiquement par l'administration avec votre numéro de sécu, il n'y a rien d'original là-dedans. Et on ne voit pas que vous puissiez faire une action en contrefaçon sur le fait que le voisin a utilisé un nom ou a utilisé votre nom de rue, par exemple. Donc on voit bien que même là, le droit de propriété intellectuelle, même là, il est un peu tiré par les cheveux et on ne peut pas arriver à l'utiliser. Alors j'ai regardé avant de venir un peu qu'est-ce qui se passe et on voit bien que le Conseil national du numérique et le Conseil d'État en 2014 se sont prononcés très clairement sur cette question de reconnaissance ou pas d'un pseudo-droit de propriété attaché à la donnée. Et en fait, on se rend compte, je regardais les raisons qui avaient motivé la décision du Conseil d'État et on voit que c'est que des raisons sociales. Ce ne sont pas des données juridiques. Parce qu'ils ne veulent pas, ils disent, si je dois résumer en une phrase que dit le Conseil d'État, il dit, si on laissait la donnée dans la loi du marché, elle ne pourrait plus bénéficier de la protection attachée aux droits fondamentaux dont l'État est garant. Donc on voit bien qu'on est en plein dans un débat politique et pas du tout juridique. Le raisonnement du Conseil d'État et du Conseil numérique, c'était pas « ça va pas, le droit de propriété marche pas comme moi je viens de faire », ils ont fait un truc en disant c'est pas possible parce qu'on ne peut pas être, l'État ne pourrait plus être garant de la protection des données. Et on voit bien que toutes les réglementations, on va en parler, RGPD, etc., on voit bien que l'objectif quand même est d'accentuer le droit au patient d'être le chef d'orchestre de sa donnée, mais pour le protéger. Et si on le protège, on n'est plus dans le commerce. On peut pas avoir le beurre, etc., etc. Donc voilà un peu où on en est. Alors, il y a eu la voix, le think tank Génération Libre qui parle exactement de ces questions. Et lui, ce qu'il dit, c'était intéressant parce qu'il dit, en fait, la patrimonialité de la donnée, c'est la conséquence de la révolution numérique. Comme le droit de propriété, c'est la conséquence de la révolution agricole, comme le droit de la propriété intellectuelle, c'est le droit de la révolution industrielle. Et à partir de là, il essaye de créer ce pseudo-droit de propriété ad hoc, mais on voit bien que là aussi, c'est pas facile. Pour lui, c'est pas clair juridiquement, il n'arrive pas, sinon on le saurait. Michel, alors, on va juste, peut-être, Jean-Marc Aubert va devoir bientôt partir. Juste, je vous coupe 2 secondes, il y en a encore, vous avez 4 minutes, alors on va vous laisser finir, après je donnerai la parole à Jean-Marc Aubert pour terminer, excusez-moi. Ce que je voulais dire, juste, je termine par 2 points. Un, c'est que quand même, on voit que la réglementation aujourd'hui, qu'elle soit européenne ou française, montre quand même que sans aller jusqu'à reconnaître un droit patrimonial, on reconnaît de plus en plus de droits aux patients sur ces données. On voit bien la libre disposition de ces données, ça on le savait, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, le droit à la portabilité, le droit à la récupération de ces données, le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit de la limitation de son traitement. Donc en fait, on voit quand même que sans aller jusqu'au droit de propriété, on a quand même beaucoup de droits qui se rapprochent du droit de la propriété, mais sans lui donner l'abusus et le fructus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, pour aller à la fin, c'est que, est-ce que la blockchain, c'est-à-dire, est-ce que ce système qui permet, sans que personne s'en occupe, si j'ai bien compris, de manière automatique, de transformer la donnée personnelle en donnée anonyme, moi, j'ai imaginé un système pour trouver quand même quelque chose une solution à vous donner aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le patient autorise l'anonymisation? On va compenser ça, c'est ça qu'on va compenser. Mais en même temps qu'il va autoriser l'anonymisation, le système va être effectué automatiquement et c'est le patient qui reste maître de l'anonymisation, irréversible évidemment, c'est le patient qui reste maître responsable du traitement, et en tant qu'il est responsable du traitement, et en tant qu'il effectue finalement lui-même automatiquement le côté irréversible de sa donnée personnelle qui devient donnée anonyme,
est-ce qu'on ne peut pas le compenser pour la donnée, le bien mobilier qui est devenu incorporel, qui est devenu un bien mobilier, puisqu'il a perdu sa nature? Est-ce que cette distanciation créée par la blockchain ne fait pas perdre à la donnée personnelle son statut de personnel pour devenir une donnée anonyme, et que là, le patient, effectivement, du coup, obéit à la règle classique et peut être compensé sur ça? Ça pourrait être quand même une piste qui me paraît raisonnable au regard de l'évolution actuelle. Voilà, j'ai fini. J'ai quand même l'impression qu'Alain Michel va rester dans son vieux monde quelque temps encore, parce que voilà. Mais Jean-Marc, avant que vous partiez, finalement, c'est pas demain la veille que vous allez acheter des données aux patients pour faire fonctionner le système et. Alors, la façon dont on développe. Voilà. Enfin, d'abord, aujourd'hui, non, si vous voulez, je pense que la question est essentielle. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui est le propriétaire de la donnée. La difficulté que nous avons, c'est que, en fait, parfois, donc le patient doit et c'est normal, il est l'émetteur initial de la donnée, propriétaire. Souvent, les producteurs, l'hôpital, le médecin ou autres considèrent que c'est le pharmacien, pourquoi pas, considèrent que c'est eux les propriétaires de la donnée. Il y a une chose qui, en tout cas, en attendant la révolution, que le monde numérique se développe et que le droit lié à ce monde numérique se développe et change éventuellement les choses, il y a aujourd'hui, en tout cas, pour l'État, une chose qui est claire, c'est que, a priori, toutes données qui ont été recueillies dans des soins qui sont remboursés par la sécurité sociale, pour lors que le patient soit informé et qu'on respecte les droits de la RGPD qui augmentent et peut-être à jour d'autres types de droits. Voilà. Dès lors que ça a été obtenu dans des soins remboursés par l'assurance maladie, il y a une possession publique, je vais l'appeler possession publique, sous des formes bien évidemment anonymisées. Il n'y a pas de possession publique de la donnée personnelle non anonymisée du patient. Et sous cette forme-là, elle peut servir à des recherches, des études, des usages d'intérêt public, au sens où la CNIL et le droit essayent de le définir, parce que l'intérêt public aujourd'hui est finalement plus compliqué parfois. Enfin, j'aimerais bien écouter ma voisine, ça ne sera pas ce soir, là, de m'expliquer où on en est en droit sur l'intérêt public, parce qu'on a un vrai débat aujourd'hui sur qu'est-ce qui est d'intérêt public. Mais il est clair que dès lors que c'est la collectivité, au travers du financement de la santé, qui est quand même un financement important et qui permet finalement que le pharmacien puisse avoir le remboursement des soins, des médicaments qu'il apporte aux patients, que l'hôpital puisse avoir le remboursement. Et dans le cadre de ces soins, on obtient la donnée. On considère effectivement qu'il y a un intérêt public, ce qui ne veut pas dire ensuite qu'il ne faut pas réfléchir non pas à l'achat de la donnée, mais au dédommagement des coûts il peut y avoir entraîner la collecte de la donnée. Hein, voilà, parce qu'il y a la question là aussi de la collecte de la donnée. Si d'ailleurs demain les patients décident que la technologie le permet de collecter eux-mêmes les données et de l'apporter à un système, on pourrait non pas se poser la question de l'achat de la donnée aux patients, mais de la compensation de la collecte de la donnée qui existe déjà en droit français, y compris sur des objets de santé. On peut accepter en droit français une compensation de certaines collectes dès lors que ça prend du temps, que ça nécessite des moyens, etc. Voilà. Mais effectivement, on est bien en compensation de la collecte. Et donc, par contre, en tout cas, c'est très clair, c'est le gouvernement et la ministre vont d'ailleurs rendre peut-être le droit un peu plus clair qu'il ne l'est encore, c'est qu'on considère qu'effectivement toute donnée qui est obtenue dans un cadre de soins remboursés par la collectivité doit pouvoir être utilisée de manière anonyme pour l'intérêt public, qui est à la fin l'intérêt normalement des patients, et c'est le cœur de ce sujet. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Bernard Hamelin, juste Alain Michel,
Ce qu'on a vu quand même dans l'historique quand on collectait de la donnée, il y a eu la question de l'apnée du sommeil. C'était pas forcément de la valorisation, c'était plus de la pénalisation du patient qu'on avait envisagé en disant s'il n'est pas observant, on va le dérembourser. Alors la chose a été rebootée par le Conseil d'État et retravaillée autrement, mais est-ce que vous n'avez pas peur que finalement cette donnée en vie réelle, au lieu de se tourner à votre avantage, puisse se tourner aussi dans les mains de qui elle est à votre inconvénient? Le risque est absolument majeur. On peut parfaitement, grâce à la technologie de la traçabilité automatique, c'est ça que ça veut dire, de mettre en place demain une assurance maladie, un remboursement par l'assurance maladie sous condition d'observance. D'ailleurs, l'histoire de l'apnée du sommeil et de la machine, des machines PPC est un bon exemple. Il y avait une décision du Conseil d'État. Oui, bien sûr. C'est un bon exemple. Alors, pour bien connaître le sujet, c'était surtout pour s'éviter que parce que si vous voulez, pour ce type de machine, vous avez en gros une personne sur deux qui ne la supporte pas. Et vous avez au milieu un fournisseur, qui n'est pas le fabricant, qui est un offreur de services, qui lui gagne sa vie en ayant des machines chez les malades. Maintenant qu'il utilise ou pas la machine, lui, l'argent arrive quand même. Hein. Donc l'assurance maladie a voulu, parce que la technologie le permettait, vous mettez une carte SIM dans la machine et immédiatement vous savez si elle fonctionne. Alors il ne s'agissait pas de fliquer le malade, il s'agissait de s'assurer que la machine soit utilisée pour ne pas payer une prestation qui n'existait pas. Bon, le Conseil d'État a été très clair et on a maintenant une réglementation qui a évolué. Mais ce n'est pas la question que vous posez. La question que vous posez, c'est demain avoir un système de santé solidaire exclusivement dès lors que vous êtes observant d'un certain nombre de règles qu'on vous a fixées et que ça, aujourd'hui, la technologie le permet. Elle le permet un petit peu, elle le permettra beaucoup. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que moi, je pense que ça peut être quand même intéressant. On veut que le patient soit... On a un discours aussi, on veut que le patient soit au cœur de son système, qui gère ses données, qui soit le chef d'orchestre de son parcours, de son traitement, etc. Et en même temps, c'est normal, enfin, à mon avis, c'est quand même normal qu'il soit dans l'observance et que s'il n'est pas observant, il n'a pas les mêmes droits que s'il est observant. C'est quand même logique, ça. Alors... je ne suis pas sûr d'avoir envie d'ouvrir ce débat aujourd'hui. Oui, je crois que ce n'est pas forcément le sujet. C'est un peu de ma faute, j'ai lancé le caillou dans la mare. Est-ce que c'est un risque de dérive? Oui, c'est un risque. Bon, on a eu notamment à Cham, il y a 1 ou 2 ans, ce débat-là. Vous pourriez parfaitement demain intégrer... vous n'êtes pas allé à la salle de sport aujourd'hui alors que normalement c'est tous les jeudis de 16h à 18h, eh bien c'est moins 15% sur... je veux dire, il faut voir où on va aussi. Il faut voir où on va. Le diable peut se cacher derrière ces détails. Et on n'a pas non plus forcément envie... On a déjà une société qui nous bride beaucoup plus qu'elle nous bridait il y a 15 ou 20 ans. Je ne suis pas sûr qu'individuellement et collectivement, on ait envie d'aller vers ça. Mais les assureurs, oui, c'est évident. Bernard Hamelin, je vais vous passer la parole. Excusez-moi. Voilà, on a comme ça bien introduit le sujet. Vous êtes dans un grand laboratoire français, Sanofi, pour ne pas le nommer. Vous avez un titre, alors Head of Evidence Generation. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Est-ce que vous achetez de la donnée patient, utilisez de la donnée en vie réelle? C'est quelque chose qui est important, intéressant, quelque chose que vous faites, que vous voulez faire. Et je crois qu'une étude a montré récemment que 60% des laboratoires pharmaceutiques avaient des projets en blockchain. Est-ce que vous en avez en ce moment et dans quel domaine? Ça fait beaucoup de questions, une seule question. On va finir avec vous. D'accord. Donc le point de vue industriel dans ce débat est sensiblement différent puisqu'il est centré sur le patient, sur comment on améliore l'état de santé du patient, avec une dimension santé publique qui est surtout vraie en Europe, qui est un peu moins vraie dans d'autres parties du monde. Alors, quelle est la façon dont on traite cette question? La première chose, c'est que l'environnement pousse à une personnalisation des traitements. L'usage des médicaments est quelque chose qui devient de plus en plus ciblé sur un certain profil et que la documentation que l'on fournit habituellement sur la base des essais cliniques ne permet pas une personnalisation suffisamment pointue, à part quand on a des biomarqueurs très précis pour un certain nombre de pathologies comme dans certains cancers.
L'autre influence importante dans l'environnement, c'est le rôle du patient. Le poids du patient dans ses préférences, dans son adhérence au traitement, dans toute une série de comportements est fortement corrélé à l'état de santé qu'il a à la sortie. Donc comprendre quels sont les facteurs qui jouent sur cette adhérence du traitement deviennent de plus en plus déterminants si l'industriel est tenu à respecter une amélioration de l'état de santé en fonction du traitement qu'il reçoit. Donc, quand on comprend l'importance de ces facteurs externes, il est important que l'industriel réfléchisse à d'autres façons de générer des données qui nous permettent de répondre à ces questions. Donc, pour répondre à la première question de quel est mon titre, je m'occupe essentiellement des données, des études en vie réelle au sein du laboratoire Sanofi au niveau global, qui est une fonction qui est transverse à la plupart de nos, ce qu'on appelle des Global Business Units, nos structures de commercialisation, et qui s'intéresse surtout aux outils que l'on met en place à disposition pour les principaux pays. Donc je ne traite pas des problématiques de chacun des pays, mais je traite de la façon dont on aborde la question au niveau du groupe, de manière à pouvoir répondre localement de la manière la plus appropriée du point de vue méthodologique, outils. La façon dont Sanofi a abordé la question était de voir que d'abord il y avait des opportunités. L'opportunité, c'est qu'il y a de plus en plus de données disponibles digitales à travers le monde, qu'elles nous permettent d'améliorer de manière considérable à la fois des éléments dans la recherche de nouvelles molécules, la façon dont on développe les molécules pour pouvoir avoir des centres qui sont plus spécialisés là où il y a des patients, mais également dans la façon dont on va cibler les bons patients pour les bons traitements. Au-delà du développement clinique, apporter des outils qui permettent aux médecins, aux pharmaciens d'aider la prise en charge des malades et de suivre ces malades de manière plus appropriée par rapport aux problèmes qu'ils ont. Donc on a mis en place des outils, d'abord une plateforme qui nous permet d'intégrer des données. Alors ça, c'est une notion qui est importante chez nous. La façon dont la pharma fonctionne, comme beaucoup d'industries, est très en silo. Il y a des groupes qui travaillent dans la recherche, qui ont des bases spécialisées dans la recherche, des groupes qui travaillent dans le développement clinique avec des bases validées, et puis les bases des études en vie réelle, et puis les bases commerciales, etc. Or, quand on conduit ces analyses conjointes, on a besoin de plateformes pour pouvoir intégrer toutes les données de manière à avoir des informations qui font corréler à la fois des données biologiques, des données cliniques et des données en vie réelle. Et là, on voit apparaître des innovations qu'on ne pouvait pas voir apparaître quand on analyse séparément chacune des branches. Ce que l'on peut également brancher sur ces analyses conjointes, c'est de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir un système de prédiction d'un certain nombre d'événements qui s'améliore au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de données. Quand on a un essai clinique, on a un environnement pratiquement idéal, on maximise un peu le bénéfice, on minimise un peu le risque. Dès qu'on rentre dans la vie réelle, le médecin utilise le produit comme il pense qu'il doit l'utiliser, sur le patient qui pense être le bon, et le patient, lui, l'utilise comme il pense que ça doit être fait. Et la somme de tout ça maximise parfois les effets secondaires et minimise le bénéfice. Donc comprendre comment on passe de l'essai clinique à la vie réelle est pour moi une des applications les plus intéressantes du blockchain. On a beaucoup d'informations sur le patient dans l'essai clinique et on perd le patient quand il passe en vie réelle. Or, le blockchain nous permettrait de suivre ces patients une fois qu'ils passent en vie réelle pour voir si le bénéfice attendu, s'il continue ce traitement, est maintenu et si les risques ne sont pas augmentés ou si c'est le cas, dans quelles conditions on voit apparaître ces risques et dans quelles conditions on voit diminuer le bénéfice. Donc ça, c'est un des avantages, c'est pas le seul, mais c'est un outil qui nous permettrait de répondre plus rapidement aux attentes des autorités de santé post-enregistrement, de manière à pouvoir comprendre les facteurs de prise en charge qui nécessiteraient une surveillance supplémentaire ou une amélioration de la prise en charge. Alors, il faut savoir que ces données en vie réelle ont des limites. Elles ne sont pas destinées à faire de la recherche clinique. Et ce sont des données qui servent à suivre les malades. Et donc, elles ont un certain nombre de limites que nous, on connaît bien et qu'il faut qu'on utilise ces données un peu comme des données de recherche clinique, mais avec leurs limites. Il y a toute une série d'utilisation de ces données qu'il faut contrôler. Donc, quand on développe, par exemple, des outils d'aide à la décision, pour aider les médecins, on met en place systématiquement des vérifications sur des cas d'usage pour vérifier que les outils continuent à bien être valides. Le facteur humain est très important. Une fois que l'on a mis en place l'outil avec le machine learning,
qu'on contrôle que l'outil est toujours aussi performant dans son utilisation. Donc, le monde de la pharma s'intéresse de plus en plus à toute la transformation digitale pour nous permettre d'améliorer la documentation de nos produits. On continue à faire des essais cliniques de la même manière pour avoir des relations dites de causalité, parce que la randomisation nous permet de contrôler l'efficacité et la tolérance dans un système pratiquement idéal, mais on documente de plus en plus nos produits une fois que le produit est sur le marché, avec des études utilisant des outils comme la blockchain dans le futur et l'intelligence artificielle actuellement pour permettre de prédire de survenus et de personnaliser les traitements le plus possible quand on n'a pas des outils biologiques pour pouvoir répondre. J'ai l'impression que vous êtes très d'accord. Je voyais hocher la tête. C'est rare de voir et le patient ou le représentant patient et l'industriel être aussi... On n'a que du bien en commun, là. C'est-à-dire que on a besoin de médicaments dont le concepteur, le fabricant, connaît la mise en œuvre dans la vie de tous les jours du malade. Il y a rien, parce qu'aujourd'hui, les scandales sanitaires évitables, ce ne sont pas ceux qui mettent de l'huile de vidange dans les prothèses mammaires. Là, c'est de la délinquance. Les scandales sanitaires évitables, ce sont ceux qu'on va pouvoir anticiper parce qu'on a mis en place des outils qui nous permettent de très rapidement comprendre qu'en vie réelle, le médicament n'est pas du tout utilisé comme il devrait l'être, soit par le patient, soit par le médecin, soit par les deux. Et c'est souvent un peu des deux, ou un gros des deux. Donc, c'est absolument essentiel pour améliorer les traitements et être le plus pertinent possible dans la meilleure dispensation et la meilleure prise en compte du médicament, aussi bien pour le soignant que le soigné. C'est évident que ça ne peut qu'améliorer les choses, que si on a un outil blockchain ou pas, mais là en l'occurrence on a compris que la blockchain y répond, qui permet d'être rapide, parce que c'est ça, le sujet, c'est le temps. Si vous mettez 2 ans pour être pertinent, ça veut dire que pendant 2 ans, il y a des gens qui vont être sous traitement et sur lesquels on ne va pas voir ce qui se passe. Vous parliez de la PPC tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les machines qui sont sous PPC, l'apnée du sommeil, les machines qui sont sous apnée du sommeil, pour le moment, elles ne rendent pas le service qu'elles pourraient rendre en termes de vigilance, en termes de récolte d'informations sur les patients qui sont sous machine. Et il n'y a pas de partage des données. Ça veut dire que la personne qui va faire un accident vasculaire sur une machine avec un type de cardio particulier, eh bien, elle va être prise en charge par son cardiologue dans son coin. Mais c'est absolument essentiel pour le fabricant de la machine et l'ensemble des cardiologues que de savoir que cet épisode a existé chez un homme de tel âge ou une femme de tel âge ayant telle pathologie derrière, parce qu'on n'est pas là pour déclencher des épisodes de ce type-là, on est là pour prendre en charge l'apnée du sommeil. Bon, ben, c'est à peu près la même chose pour les médicaments, mais la techno ne le permettait pas, mais aujourd'hui elle le permet, et dans 10 ans, j'en parle même pas. Donc c'est un monde nouveau qui s'ouvre pour la santé et la prise en charge des malades. Est-ce qu'au-delà du temps, ce n'est pas la transparence et la confiance qu'elle génère qui est intéressant avec la blockchain? Est-ce que du coup, ça ne rassure pas tous les bouts de chaîne de savoir effectivement que tout est tracé, que tout est sécurisé, que tout est très clair pour tous les acteurs? Je dirais que l'utilisation de la blockchain dans le monde de l'essai clinique et dans le monde de la surveillance post-AMM est un outil merveilleux parce qu'on est parfaitement sûr d'abord du consentement du patient, sinon ça ne peut pas rentrer, et ensuite on est parfaitement sûr donc, de la date et de la véracité des données. Et donc on s'intéresse, nous bien entendu, aux données après l'AMM pour voir comment on peut travailler avec cet outil pour répondre à toute une série de questions. Donc l'analyse du risque-bénéfice post-AMM est une des questions auxquelles on se pose, mais il y a bien d'autres questions qu'on pourrait traiter en accédant directement aux données patients valides, qui ne soient pas traitées par toute une série d'intermédiaires et qui font que la donnée originelle ne soit pas correcte au moment où on récupère la donnée. Et le patient, lui aussi, est rassuré, du coup. Il agit, il donne son consentement, il sait ce qui est fait de ces données. Encore une fois, le patient, il a le choix entre ne pas savoir ce qui se passe sur ces données ou maîtriser la donnée.
Il y a un élément tout à fait essentiel sur les maladies qu'on a vues là. C'est la solidarité entre patients. Je ne suis pas sûr que l'intérêt à agir, ça soit l'argent, du tout. Je suis intimement persuadé que l'intérêt à agir, c'est le fait qu'en donnant accès à mes données, je vais permettre aux patients qui viendront après moi de pouvoir être mieux pris en charge. Ça, c'est vendeur. Donner 3 balles à un patient, c'est pas vendeur. C'est d'ailleurs l'un des fondements de la communauté américaine Patient Like Me. 10% des patients qui sont dedans ouvrent leurs données complètement à Google pour pouvoir faire avancer la recherche avec la notion de data for good. On va arrêter la table ronde et on va surtout donner la parole à la salle. Je crois qu'on peut applaudir d'ores et déjà nos intervenants. Et Jean-Marc Aubert qui a dû partir. Est-ce que d'ores et déjà, il y a une question, une réaction, une remarque, une injure ? Oui, bonjour, je suis Jérôme Malma, je suis conseiller Europe du directeur général de la santé, mais j'interviens ici pour mon rôle de directeur précédent de la plateforme Radico Cohorte Maladies Rares, qui fournit des données fournissait des données de vie réelle à l'industrie pharmaceutique, mais c'était le service public et les associations de patients qui étaient chargés de générer la connaissance qui répondait aux questions des industriels. Je pense que dans cet aspect, cette approche blockchain, il y a des questions intéressantes qui n'ont pas été abordées tout à l'heure et qui concernent notamment le travail sur la qualité des données et la réconciliation de certaines données qui peuvent être sur la même information, le même item dans plusieurs bases, chez le patient bien sûr, dans les objets connectés, mais aussi chez les cliniciens. Et donc il y a un travail que nous appelons en recherche clinique le travail du data manager. Où est-ce qu'il va s'insérer dans un aspect qui est blockchain avec des échanges comme ça de données? Et l'autre question, c'est l'analyse. Alors ça a été évoqué, mais c'est aussi très important parce qu'il demeure que dans un échange direct entre industriels et patients de données, certes, ça facilite beaucoup de choses, mais il restera toujours la nécessité de définir les bons critères d'évaluation qui vont justifier une efficacité ou une tolérance de médicaments. Et ça, ces critères d'évaluation, c'est un travail collectif. Et c'est un travail qui est partagé entre les cliniciens qui savent, sur le plan clinique, mesurer une amélioration de santé d'un patient. Dans le cas des maladies rares, ça peut être, je ne sais pas, un coude qui peut s'ouvrir un peu plus d'1 centimètre, il y a du scoring, il y a tout ce travail, mais c'est aussi les patients, parce que dans la vraie vie, dans la vie réelle, le côté tolérance, le quotidien, la qualité de vie du patient, c'est très important également. Donc comment, dans une approche blockchain, ces métiers, ces expertises peuvent s'inscrire également au-delà d'un échange de données qui n'apportera, s'il reste juste un échange de données, pas de connaissances nouvelles, peuvent s'inscrire, c'est une vraie question aussi. Dernière chose, et ça c'est pour l'aspect juridique, le règlement de la question des litiges ou des conflits dans ces micro-contrats entre patients, industriels ou autres, comment est-ce qu'il va s'inscrire? Puisque, bon, il y a une question de traçabilité bien sûr, mais il y a une question aussi d'arbitrage de ces litiges qu'il va falloir inventer et qui est peut-être compliqué dans une multiplication de micro-contrats justement. Juste un élément de réponse sur le problème de l'analyse du bénéfice et du risque. Réglementairement, à la fin de la documentation clinique, on dépose un dossier dans lequel il y a une analyse bénéfice-risque. Et l'analyse bénéfice-risque actuellement est pondérée par les patients. C'est-à-dire que sur chacun des bénéfices et chacun des risques identifiés dans le développement clinique, il y a un coefficient qui est apporté par des groupes de patients. Alors c'est assez homogène, enfin il y a une technique pour pouvoir le faire de manière méthodologiquement correcte, et on dépose nos dossiers sur l'analyse bénéfice-risque avec des pondérations et des méthodes de pondération qui intègrent ce point de vue. Quand on va à la FDA pour un advisory committee, il y a des associations de patients qui elles-mêmes témoignent directement de l'impact de certains effets secondaires par rapport aux bénéfices qui est attendu. Et donc, on arrive à avoir des éléments dans la documentation clinique qui intègrent ça. Là où c'est plus compliqué, c'est dans le suivi post-AMM, parce qu'on n'a pas de mécanisme de suivi du point de vue du patient sur, en pratique clinique, si ça marche ou si ça ne marche pas, comme c'était prévu dans les essais cliniques. Alain Michel, oui, sur l'évaluation, la qualité de vie. Moi qui vais aller à l'encontre. Évidemment que le monde associatif, très dense en France en particulier,
association de malades, doit être impliquée, forcément. Vous avez raison. D'ailleurs, la question s'est jamais posée qu'il ne le soit pas. Là, en fait, c'est pour moi, c'est d'abord la découverte d'un outil que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines, notamment dans le monde de la santé, et de voir comment il peut être utilisé au bénéfice des malades et au bénéfice des malades d'aujourd'hui et des malades à venir. Donc là, on a eu la réponse, et vous avez raison, les associations ont une expertise forte, parce que construite à partir de l'expérience acquise des malades d'avant, et cette expérience acquise, elle va permettre d'aller encore plus vite et de pouvoir j'allais dire, construire des cahiers des charges qui sont d'autant plus pertinents, qui sont basés sur une expérience de cas. Et ensuite, on va pouvoir avoir un suivi en vie réelle de je sais pas, 100, 200 ou 2000 personnes, mais construite à partir d'un modèle qui est partagé entre le laboratoire d'un côté et les associations de patients. Et c'est ce que vous avez dit, monsieur, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, ça ne se passe pas parce que l'outil n'existe pas, je ne crois pas, et il faut... et c'est pas encore sur le marché, mais il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas en place. Je crois pas. Et du point de vue juridique, moi j'imagine bien une solution de médiation dans ces contrats avec des groupes d'experts qui font de la médiation. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Pour ce genre de litige, je pense que c'est approprié. Et si en revanche, ça prend une ampleur plus grande, les class actions, maintenant, même si elles ne sont pas encore abouties comme aux États-Unis, n'empêche qu'elles permettent quand même de se regrouper de manière efficace et de porter le problème dans une dimension plus globale devant les juridictions, dans un second temps. Mais je crois beaucoup à la médiation dans ce genre de difficultés rencontrées. Merci. Une autre question ? Je crois en plus que sur la qualité de vie, avec les applications aujourd'hui, on arrive à ramener du verbatim des patients aussi, à les questionner de plus en plus sur autre chose que simplement les signaux vitaux qu'on peut récupérer ou des choses. Donc ça va très très vite aussi là-dessus. André Abric, Kyowa Kirin Pharma. Moi, je voudrais revenir sur la création de valeur, parce que je trouve assez intéressant qu'on aborde la notion de valeur dans les données. La donnée, elle provient de quoi ? La première valeur dans la donnée, c'est le diagnostic du médecin. Ça, c'est une création de valeur. Ensuite, toutes les données, leur valorisation, correspondent en fait à un suivi d'un patient sur des analyses biologiques, des radios, etc., tout au long de la vie du patient. Et là, on se retrouve avec une quantité de données qui sont valorisées, ne serait-ce parce que c'est financé par l'assurance maladie. Donc, dommage que M. Aubert soit parti, mais la question de fond de dire à qui appartiennent ces données et finalement comment on peut les utiliser, là, c'est assez intéressant, parce que si ça reste sur la démarche qui est que les données, elles appartiennent aux patients, pour quelle raison ? Il est couvert par l'assurance maladie, mais dans la mesure où il finance l'assurance maladie, ces données lui appartiennent. Néanmoins, la puissance publique voudra, par l'anonymisation, dire oui, mais si on anonymise, à ce moment-là, dans l'intérêt public, on peut utiliser ces données. Donc on va se retrouver avec probablement deux systèmes parallèles, blockchain peut-être, qui vont permettre effectivement, d'un côté, par des industriels, de dire on développe effectivement des bases de données qui vont servir, et puis de l'autre côté, la puissance publique qui voudra éventuellement le faire. Donc aujourd'hui, le tissu que l'on a en France, on a effectivement des bases de données médico-administratives qui sont importantes, mais elles sont parcellaires. On a des bases de données sur des pharmacovigilances qui sont complètement déconnectées. En revanche, avoir des bases de données et surtout des études dans des conditions réelles d'utilisation, là, pour mon sens, ce n'est pas uniquement un industriel. C'est-à-dire que sur une pathologie, et en particulier les maladies rares, il s'agit d'une base de données collective et syndiquée avec plusieurs industriels sur une pathologie parce que tel ou tel traitement va être utilisé. Et là, on va se retrouver dans des avancées extrêmement importantes pour les patients. Et là, on se retrouve avec des valeurs nettement plus importantes. Sur la blockchain, il n'y a pas de discussion particulière. On sécurise complètement l'ensemble des données. Et surtout, elles deviennent fiables, on ne va pas les contester. Ce qui est extrêmement important pour les analyses qui en découlent. Pour la partie juridique,
c'est pas du tout mon domaine. J'ai seulement compris, madame, que je peux plus dire à ma femme que je lui donne mon cœur parce que c'est pas autorisé. Donc là, c'est un élément de réponse à votre commentaire. Les données que l'on a actuellement, qui sont des données médicales essentiellement, les données de la recherche clinique, ne représentent qu'une toute petite fraction de l'ensemble des données qui sont émises. Je ne sais plus combien en terabytes ça représente, mais c'est des exabytes actuellement qui sont en train d'être évoqués. Or, quand on va avoir des patients qui vont être connectés par des sensors, détection suivie par exemple de gens qui ont une épilepsie, qui vont générer un très grand volume de données au quotidien pour pouvoir suivre ces pathologies à distance, pour permettre aux médecins de modifier le traitement, ces données ont une valeur qui sont extrêmement importantes pour le patient, mais également pour la connaissance de la maladie, qu'on n'a pas, parce qu'en prenant un électroencéphalogramme tous les 3 mois, on n'arrive pas à suivre les malades de la même manière. C'est pareil pour la tension artérielle, c'est pareil pour la suivi de la glycémie pour les patients qui ont un diabète. Donc on va arriver dans un futur proche à avoir beaucoup plus de données en quantité émises par le patient que par le système de soins. Mais alors des logs de différence. Et ces données-là qui vont nous arriver, qui ne sont pas traités, qui ont besoin d'un traitement pour pouvoir être utilisables dans des modèles ou dans toute une série d'analyses, elles représentent une valeur ajoutée par rapport à l'existant qui, dans certaines pathologies, peut vraiment être déterminant pour l'amélioration, la compréhension de la pathologie et l'amélioration de la prise en charge. Et les gadgets comme la montre Google paraissent un peu ridicules, mais on peut aujourd'hui prédire une récidive d'une sclérose en plaques avant même que le patient ait le symptôme. Bien avant, on voit tout à fait la modification de son comportement et on est capable, en théorie, de pouvoir commencer à traiter le patient avant qu'il ait l'attaque, qui est les premiers symptômes, pour pouvoir fortement réduire les doses. Donc c'est l'application pratique concrète de ces données générées par les patients vont transformer profondément la médecine. Qui doit porter si j'ai bien compris votre question, la question c'est est-ce qu'à terme il doit y avoir des sortes de GIE ou de GIP autour de la donnée de santé? Est-ce que le portage de ces projets-là doit être par les associations de santé? Est-ce que c'est elles qui doivent être porteuses de ces données-là et... Ouais. Mais pour vous, qui doit être le porteur de ce type de projet de données en vie réelle? Est-ce que c'est les associations de patients? Est-ce que c'est les industriels? Est-ce que vous pourriez, vous, association de patients, faire une sorte de consortium de données de santé? Oui, bien sûr. Simplement, alors vous avez quand même deux types d'assauts. Vous avez les assauts maladies rares où les familles sont très autour de l'assaut. Et puis vous avez les assauts de maladies moins rares. Dans lesquels la notion d'adhésion n'est pas forcément d'une... C'est pas parce que on vous fait malheureusement un diagnostic de cancer que le lendemain vous allez adhérer à la Ligue. Par contre, si votre enfant développe une maladie rare, votre premier souci, ça va être de savoir où le faire soigner. Et ne serait-ce que savoir où le faire soigner, très vite, les médecins vont vous renvoyer vers une association qui, en général, adhère à l'Alliance des maladies rares. Et quand il n'y en a pas d'association, vous posez la question de savoir, une fois que votre enfant, non pas est guéri, mais est dans le cycle de la prise en charge, que ce serait peut-être bien de créer un GPS pour les prochains parents. Vous voyez. Donc, les assos sont, je pense, absolument nécessaires pour définir ce qui est important pour le patient, parce qu'ils sont là pour ça. Elles peuvent évidemment participer à la mise en œuvre de la blockchain et aller proposer le service aux patients. Mais elles ne touchent pas 80% des patients dans une pathologie, sauf dans des pathologies très rares. Ouais. Puis je voulais dire à monsieur que les données de l'assurance maladie, elles posent quand même un problème qui avait déjà été pointé, mais c'est une volonté, c'est comme ça, c'est que vous n'avez pas dans votre profil
sur votre profil sur Amélie, on ne connaît pas les maladies qui sont les vôtres. On connaît les traitements médicamenteux que vous prenez. Là, l'outil qui nous est proposé, c'est évidemment le malade qui arrive avec sa maladie et qui la déclare dans le sens, on sait ce qu'il a. C'est pas un petit sujet. Pas un petit sujet. Ok, je pense qu'on va en arrêter là. On peut les applaudir encore très fort. Merci beaucoup, merci à tous. Last but not least, je vais appeler Robert Chu, donc notre hôte ce soir. En tout cas, merci de nous avoir été. Il y a quelques sujets qui ont sorti pour la prochaine réunion, donc voilà, la donnée publique, et puis un certain nombre d'autres questions. Donc voilà, tu as déjà ta prochaine réunion de prévue. Merci beaucoup. Ouais, tout d'abord, merci à tous d'avoir fait le déplacement et de nous écouter. Merci Lionel pour l'animation. Merci à nos panélistes, Alain Michel, Bernard et Jean-Marc qui avaient dû partir. Et merci aussi au député Persson pour son éclairage légal sur les levées de fonds en jetons. Voilà, donc je crois que j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé en fait la table ronde très, très spécifique et très concrète. Et ce qui m'a vraiment ravi, c'est finalement quelque part l'obtention d'un consensus où à travers un partage plus rapide, plus en transparence, plus en confiance, des données très importantes, des données en vie réelle, le patient en bénéficie sur le plan clinique avant toute chose, mais également potentiellement économique. Le laboratoire pharmaceutique évidemment fait son travail sur l'analyse du bénéfice-risque en vie réelle. Et bien sûr, le régulateur, lui, qui doit s'assurer finalement des intérêts de santé publique, il trouve également son intérêt. Et nous, finalement, notre job à Emblema, c'est quoi ? C'est de rendre cette vision, cet alignement potentiel une réalité. C'est ça notre travail. C'est aussi simple que ça. Alors, nous avons commencé sur ce travail sur le territoire américain. Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement. Le premier, c'est que vous avez une disponibilité de la donnée numérique de santé qui est de bonne qualité. On va commencer par exemple par une standardisation des codifications uniques et également un droit du patient à disposer d'un dossier médical électronique. Donc il a le droit de l'avoir. Après, effectivement, il y a des questions de propriété, mais il a le droit de l'avoir. Donc on a une matière première avec laquelle on peut travailler. La seconde, c'est qu'on a la chance d'avoir un régulateur, donc la Food and Drug Administration, la FDA, donc c'est ceux qui autorisent, entre autres, la mise sur le marché et qui effectuent toutes les surveillances d'efficacité et de sécurité post-lancement. On a un régulateur qui est très progressiste et qui est très très féru de nouvelles technologies. Donc nous, quand on a commencé à les voir en début d'année, ils ont tout de suite compris l'intérêt d'accélération en fait, d'obtention de cette donnée en vie réelle, de surpondération également dans l'évaluation par rapport aux essais cliniques de l'importance de données en vie réelle. Et eux, en fait, ça leur permet de faire leur job, si je peux être un peu simple, qui est en fait dans le cadre du 21st Century Cure Act. Donc c'est une des dernières lois que l'administration Obama a passées, qui demande en fait à accélérer la mise à disposition des traitements innovants aux patients, donc l'intérêt de santé publique, des cures plutôt, et également donc en tenant de plus en plus compte des données patients, des patient reported outcomes, ce que dit le patient, ça compte dans l'évaluation. Voilà. Et donc cette blockchain permet de faire le travail. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis là ? Alors la première chose, c'est qu'on a lancé un produit. Donc on est avant tout des ingénieurs, on construit. Donc on a lancé un produit public qui fonctionne, patienttruth.emblema.com. Connectez-vous, créez un compte, vous uploadez vos dossiers, vous définissez les autorisations réversibles dans le temps, dans l'espace, et c'est partagé donc avec qui vous voulez, a priori les médecins. Donc on a la souche technologique. Fort de cette souche technologique, qui est un produit fini, donc c'est pas des bouts de code, c'est un produit entièrement packagé dans les règles de l'art. Nous avons commencé un pilote avec une association de patients dans la mucoviscidose. Et là, je rejoins complètement ce que dit Alain Michel. La motivation première de ces personnes, c'est la question qu'on a posée. Voulez-vous partager vos données en vie réelle à des fins de recherche clinique ? Réponse 98%, oui. Parce qu'ils ont une conscience très très aiguë que les bonnes données qui sont partagées avec des chercheurs, ça fait avancer la recherche et ça permet de mettre à disposition des traitements plus tôt. Première motivation. Deuxième motivation, ça nous permet d'identifier des essais cliniques. Alors, pas particulièrement mucoviscidose, ils sont assez bien couverts, mais par exemple, dans l'oncologie, le taux d'inclusion des patients qui pourraient bénéficier d'un essai clinique, et dans certains cas, vous savez, c'est une méthode de dernier recours. Rien d'autre ne marche, donc la seule façon de se sauver, finalement, c'est de trouver un essai clinique. Le taux d'inclusion est de 4% en oncologie, ce qui est ridicule. En France, il est de 34%. Donc là, je pense que la puissance, l'organisation des soins est meilleure.
Et donc cet outil, en exposant finalement de manière anonyme les critères d'inclusion, les caractéristiques, si vous voulez, médicales et démographiques de ce patient, leur permet d'identifier des essais cliniques, et donc de rapprocher finalement l'offre d'essais cliniques à la demande. Et donc ça, c'est la deuxième motivation. Et la troisième, elle est monétaire. Donc on a posé cette question aussi aux associations de patients mucoviscidose. 53% ont dit on veut être payé. Parce que c'est un travail, il faut que j'uploade ma donnée, je travaille sur mon consentement, je surveille le consentement est bien conforme de la blockchain. Et donc, si vous voulez, la moitié veulent donner l'organe donné gratuitement et la moitié va être payée. Voilà, donc c'est les trois motivations de cet ordre-là. Alors, donc ça, c'est des enseignements extrêmement importants sur, je dirais, le niveau d'engagement de ces patients. Et donc ça, on a une certaine, finalement, validation de ce qu'on pensait. Ensuite, le travail qu'on est en train de faire, notamment, c'est d'aligner avec la FDA les données en vie réelle qui sont collectées ou indexées, parce que certaines données ne seront pas dans la blockchain, comme des images trop volumineuses, donc on les indexe. On va utiliser finalement les protocoles de l'FDA de manière à faire un déversement de ces données en vie réelle automatique dans leur data repository qui s'appelle le Hive. C'est un environnement distribué dans lequel ils mettent toutes leurs évidences avec 5 domaines, démographiques, essais cliniques, patient reported outcomes, vie réelle, génomique, tout ce que vous voulez. Et donc, on va interconnecter notre blockchain avec le Hive de manière à ce que ce déversement et ce formatage se fassent automatiquement. Donc, on gagne en plus 3 mois par rapport aux méthodes actuelles de présentation, si vous voulez, des evidences des labos pharma vis-à-vis de la FDA. Pour faire cela, en fait, on a beaucoup de chance. Donc, le directeur de la bioinformatique, le Dr Van Simonian, qui est le monsieur Data, c'est l'inventeur du Hive. Donc, c'est lui qui s'occupe de tous les traitements de données à la FDA. Parce qu'on est dans le business privé, d'accord, de vente de la donnée, et là, l'FDA n'est pas ça. Donc le deal, c'est que Dr Simonian a quitté l'FDA il y a un mois, a rejoint notre consortium pour travailler là-dessus avec nous. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, cet alignement, parce qu'on va aussi également, en plus d'aligner les laboratoires pharmaceutiques, notamment les associations de patients, aligner également le régulateur par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Bon, pour faire cela, on a besoin de financement, et donc ça m'amène à mon dernier point, ma dernière annonce. Nous avons bien entendu regardé avec beaucoup d'attention les développements sur la loi Pacte, l'article 26, que Pierre Persson a décrit avec beaucoup de détails et beaucoup de pertinence. Et nous avons décidé donc de nous lancer là-dedans dans un cadre donc de cette loi, avec finalement des garanties pour les souscripteurs qui sont, à mon avis, bonnes. Vous savez, je suis quelqu'un d'un peu âgé, donc j'aime bien travailler avec méthodes anciennes. Lorsque vous avez une société qui lève des fonds, il faut le faire de manière progressive. Donc la première phase, vous n'avez pas de produit, vous avez une idée, un concept, vous faites un seed ou un angel, donc on commence avec un peu d'argent, et puis on essaie de faire un produit, on essaie de vendre nos premiers clients. Donc dans notre cas, on l'a fait ça il y a quelques mois, et puis là maintenant on a un produit, on a nos premiers contrats, on a ces alignements, et on passe donc à une prochaine phase qu'on appelle typiquement Series A, qui permet en fait, une fois qu'on a ces preuves finalement que ça marche, au moins à petite échelle, de passer le business à une grande échelle. Voilà, et donc on veut s'inscrire dans ce cadre-là. On a déjà un produit, on a des contrats pour souscrire donc 2 choses. Une souscription en jetons, dans le cadre de la loi Pacte, article 26, et également une souscription donc en action au titre d'une série A. Voilà. Et pourquoi on fait ça des 2 façons ? Eh bien, pour faire un comparateur, l'action, c'est un marqueur de la valeur de la société. Donc si la société marche bien, croît, l'action augmente. D'accord ? Et c'est pour ça que les gens achètent tôt. Et le jeton, qui va animer notre réseau blockchain pour ces échanges de données, est un marqueur de la valeur du réseau. Et si le réseau est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de laboratoires et le régulateur, eh bien, la valeur du jeton devrait augmenter. Donc il y a 2 choses, en fait, qui sont bien sûr, se rejoignent quelque part, mais il y a le marqueur de la valeur d'un réseau, qui est le jeton, et la valeur du marqueur pour l'entreprise, qui est l'action. Donc on va faire les 2. Donc là aussi, on innove un peu, mais ça nous permet également, je dirais, là, de s'adresser à des souscripteurs de longue durée, qui comprennent la santé. Donc on n'est pas dans ce milieu de crypto-investisseurs plus ou moins anonymes. Ça, on se refuse d'entrer là-dedans. Et donc, on espère, par ça, donc, faire une levée innovante, en plus, donc, bien sûr, de la technologie innovante qu'on implémente dans le monde de la santé. Voilà, merci beaucoup. Et je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Peut-être quelques-unes, parce que c'est un peu long. Merci. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Donc, on vous a donné une petite carte. Donc, la notion, en fait, c'est un jeton numérique. Donc, lorsque vous participez à cette offre initiale de souscription,
vous achetez des jetons numériques. Voilà, donc là, pour être les premiers à tester, alors qu'est-ce que c'est un jeton numérique? Bon, souvent, c'est pas trop ce qu'on fait. Donc nous, comme on est des gens très très concrets, on vous a ouvert en fait un wallet, c'est un porte-monnaie électronique, dans lequel on a déjà mis des jetons. Voilà. Et donc ça vous permet de tester, d'ouvrir le wallet, d'utiliser votre mot de passe, qui est la clé privée, peut-être de transacter. Donc si vous voulez... Thomas et vous voulez échanger les jetons avec Bernard, vous pouvez faire un transfert sur Ethereum. Bon, donc toutes les instructions sont sur notre site web et bon voilà, donc c'est plus à titre d'expérimentation parce que je pense effectivement ce genre c'est un peu comme les débuts de l'internet, ça restait un peu pour les initiés jusqu'à présent. Mais clairement, je crois qu'on a atteint un point de non-retour. Alexis l'a évoqué sur le montant des financements et des jetons en fait qui sont en circulation. Ça va devenir quelque chose de grand public et donc autant commencer le plus tôt possible. Voilà. Merci, excusez-moi pour cet oubli. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question pour Robert? Pas de Je crois qu'on a envie de boire un coup, donc on va peut-être aller boire un coup. Autour d'un verre, c'est plus... Oui, oui, une question. Oui, sur la valeur, vous mettez derrière cette notion de jeton, en particulier pour les patients qui... souscriront à votre système blockchain. Oui. On parle souvent de donner accès à mes données via le blockchain, mais recevoir l'information ensuite, en particulier pour donner sens à cet acte. C'est-à-dire, c'est vrai que pour le patient, ce qui est le plus important, surtout dans le domaine des maladies rares, mais aussi pour les grandes maladies chroniques, c'est d'avoir l'assurance que cet acte qu'il va faire à travers le blockchain permet d'améliorer une prise en charge et permet de diminuer des effets secondaires ou une lourdeur de traitement, ce qui est autre chose que les effets secondaires. Oui. Mais ce que disent souvent les patients et les associations, c'est que pour faire sens dans leur démarche de participation à des études en vie réelle, ils veulent aussi un retour sur l'information et la connaissance que ça génère. Absolument. Comment le blockchain peut gérer ce retour vers le patient? Alors le retour d'une analyse en fait populationnelle, typiquement, ça se fera hors blockchain. C'est-à-dire la personne en fait qui va faire l'analyse aura fait une étude, typiquement, et cette étude il faudra la communiquer en fait à l'association de patients. Mais ça se fera hors blockchain aujourd'hui. On n'a pas des mécanismes comme ça. Après, ce qu'on peut fournir dans la blockchain, vous savez, donc je vais un peu plus dans le détail. Donc, dans la bibliothèque en fait de traitement analytique des données de l'FDA, ils ont ce qu'on appelle des Bioinformatics Objects. Le Bioinformatics Object numéro 0, c'est transfert de propriété de la donnée, on a la donnée brute. D'accord? Donc le patient, quelquefois, je veux pas, je veux garder. Et ensuite, vous avez tout en fait une bibliothèque, donc Bioinformatics Object 1, 2, 3, qui sont en fait des analyses. Donc par exemple, recherche d'un biomarqueur sur un génome. Par exemple, recherche d'effets secondaires sur des données IMR. Et à ce moment-là, le patient autorise seulement l'analytique. Donc il n'expose pas sa donnée brute. Donc là, c'est aussi une solution en termes de privacy renforcée. Et là, vous pouvez typiquement fournir des statistiques. Donc là, effectivement, c'est pas écrit, c'est pas interprété. Vous pouvez fournir des statistiques. Dans les 250 occurrences d'analyse de l'objet bioprotectant, on a trouvé tant de pourcentage de génotype XYZ ou mutation K machin truc. Voilà. Donc ça peut être une façon. Mais je pense que le mieux, c'est comme d'avoir quelque chose qui est écrit, rédigé, plutôt que de la donnée brute, quoi. Je ne veux pas poser trop de questions non plus, mais j'en ai une. allez-y, le micro. Sentez-vous libre. C'est la dimension dynamique et temporelle des études en vie réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique. Je donne accès à mes données. C'est participer à une étude en vie réelle, c'est bien sûr le rétrospectif, mais c'est le prospectif et le longitudinal, et aussi des données qui n'existent pas et qu'il faudrait collecter pour... Non, mais tout à fait. Donc en fait, le gros avantage, une dimension nette en fait, qu'apporte notre solution comme la blockchain, c'est que vous avez en fait la continuité du suivi du même patient, que vous n'avez pas dans des méthodes actuelles, parce que c'est des cohortes, on change de cohorte, 2 ans après on en fait une autre, c'est pas les mêmes patients. Donc là, c'est le même patient au niveau individuel qui va continuer à être suivi, et s'il y a d'autres indicateurs qui arrivent, d'autres types d'analyses sanguines, etc., on va rajouter ces indicateurs donc, dans son dossier, tout en gardant bien sûr le passé. Et ça, c'est une des grandes forces, une grande différence en fait, de la blockchain. Voilà, écoutez, encore merci beaucoup, et puis je vous invite à prendre un verre, un copine. Merci.